De l'autre côté du mur. Le mur éternel. Hola a todos. Vous m'avez manqué. You can't do what we want to do. Ah, il ne faut pas avoir peur. Je vais me lever et m'en aller. Macron, you know Macron is a very nice guy. Macron. Je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Je vous assure, tout va très bien. No, you cannot do that, Donald. Pour la France, c'est une immense chance d'être le premier pays musulman d'Europe. On va faire des escaliers de paquets de couscous pour marcher jusqu'à Saturne. C'est ça le plan. Vous voudriez donc que je m'appelle comment? Corinne. Ouais. Logique. On a dit pas les mamans, pas les francs. Calmez-vous madame, ça va bien se passer. Présenté par Jean-Michel Aplati et Trotsky. Et bonjour mes amis et bienvenue de l'autre côté du mur. Bienvenue dans votre podcast préféré, l'épisode 4 de la saison 2 du podcast le plus libre de la planète podcast. Du podcast le plus non censuré de la planète podcast. Le podcast qui se fait le plus censuré de la planète podcast. Et avec moi évidemment, monsieur Trotsky. Salut Trotsky. Salut Jean-Michel Aplati. Oui, parce que le gars dit le moins qui est censuré, en tout cas par les hôtes du podcast comme on dit, mais par l'ensemble de la mouvance de tous les canaux qui nous distribuent. Alors eux ils se privent pas de la censure, ça il y a aucun problème, mais quand c'est un humoriste de gauche américaine c'est scandaleux, quand c'est des podcasts qui sont plus marqués. Bon, nous, je sais pas, je pense que c'est peut-être complotiste, le premier mot qui viendrait. Là, il n'y a aucun problème, donc vous inquiétez pas. Nous, c'est normal et qu'on aille se faire foutre. Je crois que c'est à peu près ça ce que dirait un gauchiste. En tout cas, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez une irrémédiable envie de liberté, une irrémédiable envie d'adrénaline, une irrémédiable envie d'entendre des choses interdites, des choses que vous ne pouvez pas dire à la machine à café. Et ça tombe bien, les amis, on est là pour un petit peu plus d'une heure avec mon ami Trotsky et un programme très très chargé, revue d'actu en France. Et oui, aujourd'hui, nous sommes dans le pendant ce temps-là en France avec au programme, vous l'avez vu dans le titre, l'affaire Brigitte Macron. Aux États-Unis, vous allez voir, c'est complètement fou. On parlera évidemment de la taxe Zuckman. Philippines, morte il y a 1 an. Que reste-t-il de sa mort, tuée par un Marocain sous OQTF? Pendant ce temps-là, nous ferons rentrer aussi Robert Badinter au Panthéon, on en discutera. Doit-on interdire la magistrature aux femmes? C'est la question du jour, évidemment. Et puis, évidemment, des fusillades à Clermont, des Afghans qui veulent absolument quitter la France, ça c'est pour la bonne nouvelle. Et enfin, on finira avec une petite crotte de nez pour Anne Hidalgo. Anne Hidalgo qui s'est servie. Voilà. Elle s'est servie, voilà. Vos impôts, vous payez beaucoup d'impôts. Bon, ben Anne Hidalgo, elle sait quoi en faire des impôts. C'est ça. Et ça, c'est les gens de gauche. Ça, les gens de gauche, ils adorent jouer avec l'argent des autres, tout en s'en prenant une petite partie au passage dans la poche. Ouais, je dirais même c'est les politiques, parce que il y a Laurent Wauquiez qui a fait des dîners à 800 000 balles et tout. Tu vois ce que je veux dire? Bon, non, c'était peut-être pas, c'était plus 20 000 balles, je crois. Mais le dîner et puis tout cumulé. Donc attention, je dirais plus que c'est les politiques. En tout cas, c'est ceux qui sont déjà blindés qui ont votre argent. Vous inquiétez pas, hein, les impôts vont continuer d'augmenter parce que eux, ils vont continuer d'augmenter leur train de vie. Donc figurez-vous, il va falloir que vous continuez de contribuer et il faut faire un effort, hein, même s'il est 2 jours fériés. Parce que en fait, c'est marrant, le podcast, tellement on s'en balèque, on n'a jamais débriefé que c'était le cornu Premier ministre, tellement on en a rien à foutre. C'est vrai. Ça, c'est quand vraiment, tu s'en bats les couilles. En même temps, est-ce qu'on va faire un podcast sur l'avenue de Lecornu, sachant qu'à mon avis, dans 2 mois, il est plus là? Non, et puis surtout, est-ce qu'on peut parler aux gens du RN et tout non, je crois que c'est les socialistes, je sais même plus, parce que je les confonds. Pour moi, c'est les mêmes idées. Et en fait, les mecs, ils ont dit si ça ne marque pas une rupture avec le macronisme, nous allons le censurer. Oui, vous êtes au courant que c'est l'allié de Macron depuis 2017 et que c'est lui qui l'a nommé. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Qu'il fasse le programme du nouveau Front Populaire? Mais vous êtes complètement zinzin, hein, les mecs. Hein. Donc évidemment, c'est un macroniste, il va faire du Macron et il se fera censurer quand, je sais pas, ils ont décidé qu'il faut censurer. Donc le cornu Premier ministre, les amis, c'est un non-débat, un non-sujet dans ce podcast. Voilà. Ceci étant, la semaine dernière dans le précédent épisode, si vous ne l'avez pas écouté, c'était encore le moment. On a parlé évidemment de l'Amérique, cette poudrière avec l'assassinat de cette Ukrainienne dans le tramway par un noir américain. Et évidemment, le meurtre de Charlie Kirk, les amis. Nous vous avons posé la question suivante. Va-t-on vers des guerres civiles en Occident? Et quelle a été la réponse, Trotsky? Il est encore temps de changer les choses, parce que oui, c'est l'optimisme, ce podcast. Donc écoutez, ça fait du bien que vous soyez optimiste. Je vous invite vraiment, parce que je sais qu'il y a eu des petits problèmes de distribution sur ce podcast. Pas causés par nous, causés par les plateformes. Donc allez l'écouter, il était vraiment très intéressant sur les 2 Amériques qui sont en train de se fracturer. Ceux qui supportent la mort d'un mec pour ses idées politiques
les démocrates qui ont dit faut pas stigmatiser les mecs qui ont des maladies mentales et qui mettent des coups de couteau à des réfugiés ukrainiens. Allez écouter ce podcast-là, il était vraiment très intéressant. Et puis évidemment, avant de commencer cet épisode, il est important pour nous de vous rappeler le petit pouce sur YouTube en bas de la vidéo, c'est évidemment anonyme et pour nous, ça nous aide énormément dans l'algorithme. Encore mieux, le commentaire évidemment. Si vous avez un petit pseudo, oui, vous pouvez créer un petit pseudo du genre fanbase de Jean-Michel Aplati du 77. Voilà. Et personne ne verra. Votre RH ne pourra pas vous virer pour ça. C'est vrai, exactement. Et encore mieux parce que vous savez que nos vidéos n'apparaissent pas dans les recommandations. Vous savez, vous regardez, je sais pas, tel ou tel youtubeur et quand il sort une vidéo, vous le voyez dans vos recommandations si vous n'êtes pas abonné. Vous ne verrez pas dans vos recommandations de l'autre côté du mur. La seule solution pour voir de nouvelles vidéos qui vont sortir, c'est de vous abonner. Encore une fois, c'est gratuit. Il y a une option pour vous mettre en mode anonyme. Donc vous allez dans les paramètres de votre profil. Bon, je sais même pas où c'est, mais vous allez chercher et vous cliquez sur s'abonner. Et tous les lundis à 18h, vous allez checker sur notre profil. On sort une nouvelle vidéo, que ce soit sur ce qui se passe à l'étranger ou ce qui se passe en France. Ça, c'est le thème d'aujourd'hui. Avant d'entamer notre podcast et surtout cette affaire Brigitte Macron qui défraie encore la chronique, surtout de l'autre côté de l'Atlantique, parce qu'en France, encore une fois, on ne le répétera jamais assez, tout le monde s'en branle en France. En tout cas, on va vous expliquer les tenants et les aboutissants de cette affaire et pourquoi les Macron sont dans la merde. Trotsky, j'ai une question à te poser. N'as-tu pas une irrémédiable envie de ça? Tes mains à la boucherie, on rajoute du riz chaud, tellement chaud que j'ai envie de crier au chaud. Et là, paf, la sauce du chef, du bon poulet doré et tendre. Je te vois déjà en train de baver. La sauce secrète, elle va éteindre ton palais. On ajoute des oignons qui craquent sous la dent, avec une touche de piquant, pour réveiller ton âme. Tasty Krusty, c'est pas juste un plat, c'est une singerie validée par la street. Un Tasty Krusty, mon cher Trotsky. Et oui, il y a eu des émeutes la semaine dernière à Châtelet pour l'ouverture d'un nouveau Tasty Krusty. Ce riz parfumé, ce riz basmati parfumé avec ses cordons bleus et sa sauce thaï. Ce plat que les Africains de France raffolent. N'as-tu pas une irrémédiable envie de le goûter, sérieusement? Si, et figure-toi que hier, en ce dimanche 21 septembre, j'étais à Corbeil-Essonnes, voilà, pour la queue qui faisait plus d'1,5 km sous la pluie. Écoutez, vous voyez que les Français sortent encore, enfin les Français, c'est bon, enfin bref. Donc j'étais dans la queue, au milieu de tous ces voiles islamiques, enfin bref. Attends, mais il y avait encore une ouverture de Tasty Krusty là? À Corbeil-Essonnes, mais bien sûr. Et parce qu'il y en avait des gratuits. Et parce qu'en fait, là, t'as un mélange de gens qui aiment que de la bouffe horrible, parce que tu sais, là, on te fout de la sauce. Enfin, ça n'a rien. Enfin, il n'y a rien qui va dans cette bouffe-là. Et qui sont des rats. Ils sont prêts à faire 2h30 de queue. Je sais même pas, là, à l'heure où on parle, si les derniers qui faisaient la queue dimanche sont arrivés aujourd'hui, ce lundi, je ne sais pas. Eh bien. Ces mecs sont prêts à faire, je sais pas, 3 heures, 4 heures de queue pour ne pas payer 7 €. Enfin bref, tu vois, ça en dit très long quand même quand t'en es là. Pour faire 7 heures de queue, pour manger, je sais pas, le meilleur macaron du monde. Je comprends. Et là, tu fais 7 heures de queue pour manger un truc gratuit dans une chaîne. Mais c'est quoi ton délire? Oh les amis, il est important maintenant de passer au sujet qui nous intéresse vraiment. Sans transition les amis. Partons de l'autre côté de l'Atlantique encore une fois parce que oui, nous l'avons appris la semaine dernière, le couple Macron va fournir des preuves scientifiques sur le fait que Brigitte, non, Brigitte n'a pas de bite. Brigitte est bien une femme. Sans transition de genre, comme tu as dit. Non, sans transition de rubrique, bien sûr. Alors, là, il faut un petit peu reprendre notre sérieux parce qu'attention, c'est tendu. Ce sujet-là, c'est très tendu. Il y a eu des mecs qui ont fait des gardes à vue pour des retweets, pour cyberharcèlement et compagnie. Donc, vas-y doucement, mon cher Jean-Michel, vas-y doucement. Bon, je vous fais sur un fil. Ah non, mais là, attention les amis, ce n'est pas rigolo. Donc, vous allez voir, en plus, nous, vous savez, on n'est pas des théoriciens du complot maximal de cette théorie, parce qu'il y en a, pour moi, qui ont poussé le truc un peu trop long, trop haut à base de ces l'oncle de Macron, Brigitte ou je sais pas quoi. Bon, moi, j'en suis pas là. Je vais vous donner un petit peu les faits et vous allez vous faire votre propre avis. Et en fait, comme d'habitude, je vous fais tout de suite un spoiler. En gros, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de preuves irréfutables d'un côté ou de l'autre. Il y a juste un amoncellement de trucs bizarres. Et vous allez voir que là, aux États-Unis, il y a un énorme problème. C'est que il va devoir... il y a des preuves qui vont devoir être fournies. Bon, donc déjà...
ceux qui sont totalement novices dans la brigitologie, comme on dit dans le complotisme, c'est-à-dire sur Brigitte est-elle un homme ou une femme, nous vous invitons évidemment à aller voir notre vidéo qu'on avait fait sur tout le procès en France qui s'appelle Affaire Brigitte entre complot et scandale d'État. On vous met la description, le lien dans la description, donc allez voir. Comme ça, je reprends pas toute l'histoire depuis le début. Je m'adresse là à ceux qui connaissent cette histoire en France. En gros, cette histoire a évolué depuis qu'on a fait la vidéo, c'était au mois de juillet, il me semble. En fait, à la base, il y a Natacha Ray et Amandine Roy, c'est les premières qui ont commencé à parler de cette affaire, qui elles avaient en fait une espèce de sensation qu'il y avait un truc sur Brigitte, que ça pourrait être ne pas être une femme, mais un homme qui a transitionné ou pas transitionné d'ailleurs. Bref, elles avaient été attaquées à la base pour violation de la vie privée, puis pour diffamation publique. Elles ont été condamnées dans un premier temps. En appel, elles ont été relaxées. Ça, on vous l'a dit. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe de nouveauté? C'est que les Macron se sont pourvus en cassation, ainsi que Jean-Michel Trogneux. Jean-Michel Trogneux qu'on accuse d'être le nouveau Brigitte Macron. Bref. Ensuite, donc, qu'est-ce qui se passe quand on se pourvoit en cassation? D'après ce que j'ai compris, il faut en fait donner un mémoire. C'est un feuillet de page qui dit pourquoi tu te pourvois en cassation, pourquoi tu estimes que les éléments du tribunal ont été mal faits et qu'il faut qu'un autre tribunal rejuge une troisième fois l'affaire. Sauf que normalement, ça doit se faire en 1 mois. Et là, on leur a donné 2 mois et demi pour donner ces éléments-là. Donc c'est bizarre, je croyais que c'était une thèse complotiste de débiles mentaux, de merde, et que c'était facile, tu vois, de les démonter. Bon, au final, il faut quand même 2 mois et demi pour donner les éléments pour la cassation. Donc la cassation, tous les éléments seront donnés mi-novembre. Donc on va suivre évidemment sur le podcast, puisque là, en fait, on fait un épisode parce qu'on a vu que ça a créé un engouement. On voit que ça vous intéresse, donc on vous donne les éléments qui viennent de sortir. Bref, donc tout ça pour vous dire qu'il y aura la cassation qui va se passer, donc on vous tiendra au courant. Mais pourquoi on fait ce podcast aujourd'hui? C'est parce que l'affaire est en train de partir aux États-Unis. Mais sur le fond du dossier, pourquoi? On vous avait expliqué, je vous le refais juste en une phrase parce que c'est extrêmement important, c'est que sur le procès français avec Amandine Roy et Natacha Ray, la transition de genre, c'était pas le sujet. Le sujet, c'était qu'on dit des choses sur toi. Ouais, transphobie, qu'on dit des choses sur toi dans la place publique. Ils ont révélé des informations sur Brigitte, qu'elle avait habité à tel endroit. Enfin, il y avait eu des infos qui étaient sorties. Et après, c'était parti sur diffamation. Mais c'était pas clair sur précisément. En fait, on ne jugeait pas est-ce que Brigitte est un homme ou une femme. On jugeait sur on ne peut pas balancer des infos publiques sur les gens comme ça dans la place publique. En fait, ça n'existe pas. Je peux pas faire une vidéo demain sur YouTube sur Jean-Michel Aplathy en commençant à balancer toute sa life. Ce n'est pas possible en fait, ça n'existe pas. En France en tout cas, c'est pas possible. Et en fait, d'ailleurs, c'est l'avocate d'Amandine Roy qui a dit ceci dans la presse. Je vous cite une source très mainstream. Elle avait dit, en citant le président d'audience, la transition de genre n'est pas dans le dossier. Donc, en France, on n'a pas du tout parlé de ça. Sauf qu'à la base, la presse mainstream, c'est pour ça que je vous rappelle ça, avait dit « Ah bah voilà, quand ils ont été condamnés en premier appel, ah bah voilà, vous voyez bien, ce sont des fous, des complotistes, puisqu'ils ont été condamnés. Maintenant qu'ils sont plus condamnés, personne de la presse nous dit que finalement, ils ont raison sur le dossier, que Brigitte soit un homme. Non, ils nous disent « Oui, non, mais c'était pas ça le fond du dossier. Ah mais quand ils avaient été condamnés à la base, vous nous avez dit qu'ils avaient perdu parce que c'était des thèses complotistes. » Bon, faut savoir la presse mainstream. Vous allez voir, c'est très marrant parce que d'un côté, au bout d'un moment, on n'en parle plus, et quand on en parle, ils se contredisent totalement d'un mois à l'autre. Mais regardez les articles de la presse mainstream, c'est à pleurer de rire. Donc ça, c'est pour le dossier français. Je clôture le dossier français. En parallèle de ce silence médiatique de la France, hormis quand il y avait eu le rendu du jugement, il s'est passé quoi? C'est que Xavier Poussard a repris les éléments d'Amandine Roy et Natacha Ray, en a fait une enquête plus poussée, plus détaillée, sourcée, etc., qui a donné un livre, Becoming Brigitte. Et ce livre a été repris aux États-Unis par une influenceuse qui est proche de Trump, qui s'appelle Candace Owens. Candace Owens en a fait 8 vidéos sur YouTube, qui ont fait 25 millions de vues, machin. Bon, bref, ça a fait un énorme carton aux États-Unis, ça commençait un peu à intéresser tout le monde aux États-Unis, mais dans cette sphère-là, faut pas se mentir, l'Américain moyen n'était pas encore mis au courant de cette affaire-là. Mais qui va faire en sorte que cette histoire-là va être partout dans les JT aux États-Unis? C'est justement les Macron. Pourquoi? Parce que le couple Macron a porté plainte contre Candace Owens pour diffamation publique. Donc là, c'est plus la même, c'est plus transphobie, violation de la droit privé, machin. Diffamation publique, c'est-à-dire vous dites quelque chose sur nous qui est faux, à savoir, qu'est-ce que vous dites qui est faux? Que Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux, ils disent non, Jean-Michel Trogneux, c'est le frère de Brigitte Macron, donc non, pas du tout, ce n'est pas la même personne. Voilà le fond du truc. Et on poursuit, alors là c'est juste pour la petite blague, mais je vous la fais parce qu'elle est marrante. Ils poursuivent Xavier Poussard pour cyberharcèlement. Bon, alors qu'est-ce que c'est l'histoire du cyberharcèlement? Là, c'est Xavier Poussard qui l'a expliqué dans une interview, c'est assez rigolo. C'est qu'en fait, il y a des paparazzis en Slovénie qui ont pris une photo de Brigitte Macron. Je pense que ceux qui sont sur Twitter dans la complosphère, vous l'avez tous vu. Et en fait, il semble avoir une bosse dans ce maillot de bain. Bon, ça peut être une touffe de poils, ça peut être d'autres trucs en vrai. Mais bon, bref.
Et en fait, cette photo a été vendue au L en Slovénie, et sauf que de là, il y a des mecs qui l'ont mis sur Twitter, et comme Xavier Poussard l'a retweeté ainsi que une dizaine de personnes, toutes ces personnes-là ont été chopées pour cyberharcèlement parce qu'elles incitent à aller faire « Ah, t'es une trans à Brigitte ». Bon, je vous fais ça en 2 mots, mais c'est sur ça qu'ils sont pris pour cyberharcèlement. Oui. Cyberharcèlement mondial. Mondial, oui. Oui, tu as raison de préciser. Cyberharcèlement mondial, c'est parce que c'est dans... Il y a la Slovénie, il y a aux États-Unis, du coup, Candace Owens, et lui, avec sa fanbase en France. Donc en fait, c'est vrai que... Ça vient de partout. Non, mais c'est vrai que les amis, n'hésitez pas à aller taper sur Internet Brigitte Macron Slovénie, et vous allez voir la photo de Brigitte sur un espèce de yacht avec Macron et avec je sais pas s'il y a des gens qu'on connaît là, c'est pas Montiel? Non, ça doit être sa sécurité privée. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois pas que ce soit des gens connus. Mais après, moi, je suis pas très fort pour reconnaître les gens. Et c'est vrai que qu'il y a une petite bosse, quoi. Bon, même bref. une grosse bosse. Bon, bref. Alors là, je vous fais juste une mini parenthèse sur la liberté d'expression. En fait, on accuse aussi Poussard, tu vois, d'avoir retweeté, et des mecs d'avoir retweeté cette photo-là et tout, qui lui, il dit, sa défense, c'est de dire, bah écoutez, c'est une enquête journalistique, et si on attaque pour cyberharcèlement des gens qui retweetent une enquête journalistique, eh bien, n'importe qui ferait une enquête, par exemple, lui, son exemple, qui est un bon exemple, après, à vous de juger de l'argument, il dit, Rachida Dati et ses bijoux, là. Vous voyez l'affaire en ce moment. Eh bien, en fait, n'importe qui retweeterait l'article du Canard enchaîné de Mediapart sur « Ah, Rachida Dati, vous voyez, elle a des bijoux qu'elle n'a pas déclarés », pourrait être attaqué pour cyberharcèlement. Puisque, en fait, c'est de la même manière, il dit « Bah, moi, c'est un travail de journaliste. Eux aussi, c'est un travail de journaliste. Tous ceux qui retweetent, c'est donc du cyberharcèlement. » Et son deuxième argument, c'est qu'à la base, le cyberharcèlement, quand Chiappa a fait passer ça, c'était pour les adolescents. Tu sais, on peut pas cyberharceler un adolescent. Et maintenant, même une personnalité publique, machin, tout est cyberharcèlement. Donc là, il y a un petit sujet de liberté d'expression. C'est intéressant, en tout cas, sa défense. Je vous laisserai juge. Bref, donc voilà pour Xavier Poussard. Ensuite, quel est l'énorme problème? Et c'est pour ça qu'on a voulu faire ce podcast. C'est qu'en fait, là, aux États-Unis, c'est plus du tout la même limonade qu'en France. Pourquoi? Aux États-Unis, déjà, il y a l'article 1 sur la liberté d'expression et tout. C'est pas du tout le même qu'en France. En France, vous savez que maintenant, c'est encadré, qu'il y a plein de sujets interdits. On va y venir. C'est justement le Trotsky président qu'on a oublié d'en parler d'ailleurs, mais ce sera à propos de ça. Eh bien, aux États-Unis, je sais pas si vous connaissez ça, si vous avez regardé des films américains, mais ils le disent très bien. Quand tu accuses quelqu'un de quelque chose et donc de diffamation, c'est à toi de prouver que tu as raison. J'accuse Jean-Michel Aplathy de m'avoir diffamé. Ce n'est pas à Jean-Michel Aplathy, comme en France, de se défendre en disant « Ah ben non, pas du tout, regardez... » Enfin, ce n'est pas lui qui se défend et tout, c'est à l'accusateur de dire « Il a menti, voici les éléments. » Et donc eux, les Macron, ont déposé une plainte, c'est disponible sur Internet, bon c'est en anglais mais vous pourrez aller voir, où ils racontent leur version des faits. D'ailleurs, il y a des gens sur X qui ont relevé des anomalies, ils disent que Brigitte Macron a commencé à étudier à Paris, alors que non. Factuellement, elle n'a pas commencé à étudier à Paris. Enfin, il y a des dingueries. Ils disent qu'ils ont commencé une relation platonique, c'est-à-dire sans relation sexuelle pendant des années, que machin. Enfin, ils se livrent comme jamais. Alors qu'à la base, en fait, moi, ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est que vous voyez bien qu'en France, ils n'en ont jamais parlé. Jusqu'à ce qu'ils aient été condamnés, Natacha Ray, Amandine Roy, où Emmanuel Macron avait dit c'est des trucs dégueulasses et tout. Ils n'ont rien dit. Et là, ils commencent à se livrer pleine balle. Et là, pour faire tomber un journaliste et une personnalité publique aux États-Unis, il faut que tu fournisses des preuves. Et là, l'avocat des Macron, alors je vous fais une petite parenthèse complotisme parce que ça fait plaisir, ils ont choisi le même cabinet d'avocats qui a gagné contre Fox News dans l'affaire des bureaux de vote Dominion là. C'était, en gros, ils ont dit que quand Trump a perdu en 2020, c'est parce que les machines de vote étaient truquées, parce qu'elles étaient réglées par l'entreprise Dominion. Bon bref, je vous laisserai rechercher. Et bah c'est le même cabinet d'avocats qui a défendu Dominion qui défend Macron. Bon, ça c'est pour la petite vanne. C'est pas une vanne, mais enfin bref, si vous êtes très complotiste, ça peut... c'est intéressant. Voilà, ça peut faire des petits éclats chez vous. Et là, leur avocat dit ceci, donc ça vient d'un article du Monde, hein, c'est pas jean-michelboulou.fr là que je vous dis. Il a dit... Donc, les plaignants, Brigitte et Emmanuel Macron, vont présenter, donc au tribunal aux États-Unis, c'est imminent là ce que je vous dis, des photographies de Brigitte Macron avec ses enfants ou enceintes. Et il a dit « Nous sommes prêts à démontrer de manière exhaustive, tant que de manière générale que spécifique, que ce qu'ils disent Candace Owens et Xavier Poussard, que ce qu'ils disent à propos de Brigitte Macron est faux. Et donc, ils vont apporter des preuves scientifiques et des photographies. » Donc là, c'est un peu une dinguerie. C'est qu'ils vont devoir du coup s'expliquer en long, en large, en travers, devant tout le monde aux États-Unis. Les procès, vous savez que c'est beaucoup plus public en plus aux États-Unis. C'est pas dans la salle d'audience. Là-bas, c'est filmé. Enfin bref, c'est un truc de fou. C'est vrai qu'on l'avait déjà dit dans le précédent épisode sur Brigitte Macron, et là encore plus aujourd'hui, on se demande pourquoi avoir attendu autant de temps pour livrer les preuves que Brigitte
est bien une femme, alors qu'ils auraient pu le faire 2-1 en France, 2-2 directement. Ouais. Là, ils vont devoir aller aux États-Unis, face à la presse américaine, nous foutre la honte. Hein. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça participe aussi de ça. L'image de Macron, du couple Macron, c'est l'image de la France. Hein. Bien sûr. Donc, pourquoi attendre autant de temps ? Ça, c'est vraiment une question assez pertinente, je trouve. Peut-être que moi, là, si je devais les défendre, répondre à leur place, c'est que avant, c'était un truc, on va dire, très Twitter d'une partie minime de gens. Et là, maintenant, c'est Candace Owens, c'est des millions de vues. Donc là, l'affaire a pris trop de proportions. Maintenant, on la stoppe, tu vois. Pourquoi pas ? Ouais, d'accord, mais pourquoi aller devant un tribunal ? Aujourd'hui, on a Twitter, tu vois ce que je veux dire ? Peut-être, ouais, je sais pas, ils veulent faire ça en bonne et due forme, mais tu remarqueras que oui, ils vont au tribunal, mais ils n'attaquent toujours pas le livre de Xavier Poussard, Becoming Brigitte, en diffamation. En revanche, ni Xavier Poussard n'est toujours pas attaqué en diffamation, alors que ce qui est marrant, c'est que Candace Owens, sur qui se base-t-elle pour faire ses émissions ? Sur Xavier Poussard. Et lui n'est toujours pas attaqué. Donc il y a toujours ce truc-là qui est bizarre, ça c'est un. Dans les éléments, voilà, à mettre dans votre petit dossier des trucs bizarres. Numéro 2, en fait, tu peux être condamné pour diffamation publique. Aux États-Unis, quand tu es journaliste ou personnalité publique, c'est très très compliqué. Faut vraiment qu'on prouve que tu savais pertinemment que ce que tu disais c'est faux. Et en fait, le seul élément qui joue en la faveur des Macron, c'est qu'ils ont envoyé une lettre à Candace Owens, qu'elle a d'ailleurs publiée. Ouais. Si vous l'avez vu à l'époque, où ils ont dit non, Brigitte Macron c'est bien une femme, puisque Jean-Michel Trogneux c'est un homme quarantenaire, donc ça n'a rien à voir avec Brigitte Macron, tout ça. Donc là, ils doivent prouver que Jean-Michel Trogneux existe, sauf que en France, ils n'ont jamais ramené Jean-Michel Trogneux au tribunal, ça c'est un. De deux, ensuite ils ont mis une carte d'électeur, ensuite ils ont mis un permis, et ensuite une carte d'identité photocopiée mais périmée. Enfin, ils ont mis que des éléments de merde, et là, ils vont s'attaquer aux États-Unis où c'est à eux de prouver. Putain, que Candace Owens a tort. Ils se foutent quand même dans une sauce de fou, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, pour recontextualiser, quand tu parles de carte électorale, etc., donc, je résume rapidement. Ouais. En gros, la théorie étant que Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron sont les deux faces d'une même pièce. En fait, que voilà. Et quand Trogneux, Trogneux aurait, quand Jean-Michel Trogneux aurait transitionné en femme en Brigitte Macron. En gros, voilà. Et qu'en France, quand le procès de Natacha Ray Amandine Roy et de Amandine Roy a eu lieu, donc c'était en juillet, les seules preuves amenées par Brigitte Macron et ses avocats concernant Jean-Michel Trogneux, concernant l'existence de Jean-Michel Trogneux, ont été une carte électorale et un permis de conduire photocopié périmé. Ouais. Et ensuite, une carte d'identité, mais de très très mauvaise, où on voyait très mal. Mais il y a eu une carte d'identité aussi. Ce qui est quand même très étonnant quand on sait que tous les moyens de l'État sont à la disposition du couple Macron, quand on sait qu'ils ont évidemment les meilleurs avocats de Paris et de France. Bien sûr. C'est quand même très étonnant, j'ai envie de dire, cet amateurisme dans ce dossier-là, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, ils vont se fighter maintenant à la justice américaine. Donc là, ça va être encore un autre délire. Parce que, encore une fois, charge de l'accusation, charge de preuve est à l'accusation. Donc ce que vous avez dit tout à l'heure. Et il y a aussi le petit élément, encore une fois, qui est mi-complotiste, de votre ressenti, mais c'est qu'en France, vous voyez ce que je veux dire, la justice, t'as plus peur du président, il peut t'arriver des bricoles. Là, tu vas dans un pays étranger, où les magistrats, si tu veux, américains, sont pas soumis à Macron, et putain, c'est sur ce terrain-là qu'il va. C'est quand même risqué de fou furieux, ce qu'il fait. C'est assez risqué, on se demande pourquoi maintenant, alors que le mec est en difficulté politiquement dans son propre pays, pourquoi il va s'occuper de cette affaire-là? Est-ce que ça aurait pas pu attendre la fin de son mandat, par exemple? Tu vois, je dis ça comme ça. En tout cas, franchement, moi, j'ai hâte d'avoir les éléments de réponse, d'avoir forcément la radio, parce que c'est ce que Brigitte va, à mon avis, présenter au tribunal, une radio d'elle montrant qu'elle est véritablement une femme. Vous savez, hein, les amis, alors je sais que c'est un peu, comment dire, transphobe, mais par rapport à la taille de votre bassin, on sait à peu près si vous êtes un homme ou une femme. C'est ça, exactement. Et puis bon, il y a des rayons X qui peuvent montrer les tissus. Hein. Donc globalement, s'il y a un truc qui dépasse ou pas, ça, on peut le faire. Et puis, encore une fois, photo enceinte et photo des enfants. Sachant que là, les Macron ont déjà fourni une photo de famille où on verrait et Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron, mais cette photo-là a été a été détournée de nombreuses fois. Et donc, Poussard et sa team, on va dire ça comme ça, nous disent que c'est une fausse photo. Ils ont déjà fourni une photo à l'heure actuelle, mais il est vrai que sur Twitter, elle a été retouchée plusieurs fois, donc on sait même plus
quelle est la photo d'origine vraie. Voilà. Donc, ils ont déjà fourni un élément, mais là, ils ont dit des photos et des preuves scientifiques. Je vous précise seulement, on n'a pas eu de nouvelles à ce niveau-là, mais Xavier Poussard devait être auditionné par la justice française en Italie, parce que lui, il réside en Italie, le 17 septembre. Alors, il n'y a pas eu de nouvelles. Alors, est-ce que ça a été repoussé? Ça avait déjà été repoussé une première fois. Je ne sais pas, mais en tout cas, on vous tient évidemment au courant de ce qui se passe aux États-Unis, de la cassation pour Amandine Roy et Natacha Ray, et de l'audition de Xavier Poussard de son cyberharcèlement et tutti quanti. Donc on vous tiendra au courant. Abonnez-vous bien sûr, comme ça vous verrez la sortie de nos nouvelles vidéos, mais on suit l'affaire pour vous, il n'y a pas de problème. Et puis évidemment, si vous avez des éléments en plus qu'on aurait oubliés, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à nous en faire part, il n'y a aucun problème. Dans le prochain épisode, on n'hésitera pas à en parler. En tout cas, cette affaire, encore une fois, ne cesse de prendre des tournures différentes à chaque fois qu'on en parle, et est quand même assez passionnante. Alors, du point de vue de Jean-Michel Aplathy et Trotsky, est-ce que nous pensons réellement que Brigitte et Jean-Michel Trogneux, que voilà, la première dame, même si officiellement il n'y a pas de première dame dans les institutions de la Ve République, est un homme? Il y a des trucs en tout cas bizarres. En fait, c'est ça. Moi, en fait, le problème, c'est que dans mon esprit, deux théories complotistes s'affrontent. La théorie complotiste que Brigitte serait Jean-Michel Trogneux, ça c'est la première théorie. Et deuxième théorie, c'est que les Macron font exprès de faire monter cette affaire-là pour couvrir d'autres choses. Donc en fait, si je te dis non, j'y crois pas, parce que je crois à une autre théorie complotiste, je sais pas si c'est mieux. C'est ça mon problème. C'est que soit je crois à une théorie complotiste, je crois à l'autre. Non, mais la justice des États-Unis va sûrement trancher. Moi, s'ils m'apportent des éléments comme ils doivent les apporter, écoute, ce sera fin du débat, et tant mieux. Ouais, c'est ça, mais le truc, c'est que ce qu'on comprend pas, c'est pourquoi attendre 5 ans pour clore un débat qui aurait pu l'être en 2 minutes, quoi. On s'abaisse pas au niveau des complotistes d'extrême droite, pro-russes, je sais pas quoi, tu vois. Oui, mais à la fin, ils s'y abaissent quand même. Oui, parce que les États-Unis ont repris. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, j'ai oublié de vous préciser un truc de fou, c'est que pourquoi on a choisi de traiter ça? C'est parce qu'on voit qu'il y a eu un engouement, on a reçu plein de commentaires, de mails et tout suite au premier épisode, mais c'est que là, tous les médias mainstream vous en parlent du procès aux États-Unis. Pourquoi les Macron vont devoir aller aux États-Unis? J'ai regardé C'est à vous. Tiens, ils en ont parlé. Il y a eu plusieurs journaux. J'ai entendu un débat sur Sud Radio à ce propos-là. Enfin, il y a eu un nombre de médias qui ont parlé de ça, de fous furieux. Je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils se réveillent? Donc, alors qu'il y avait eu une omerta d'un coup, donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on leur a dit finalement, vous pouvez en parler? Enfin, je suis vraiment, je suis d'étonnement en étonnement dans cette affaire, vraiment. Bon, affaire à suivre, les amis. En tout cas, Macron est dans la merde aux États-Unis avec Brigitte, puisqu'il va devoir fournir des preuves comme quoi elle est bien une femme, mais Macron est dans la merde ici aussi en France, et de surcroît nous met nous-mêmes dans la merde avec ses quasiment 4000 milliards d'euros de dette. Et oui, vous avez voulu le Mozart de la finance en 2017. Eh bien, Mozart s'est coupé les doigts parce que c'est pas le Mozart de la finance. Là, c'est vraiment le SDF de la finance. Nous sommes dans un état économique catastrophique et donc nous cherchons de l'argent. Et oui, les amis, la France cherche de l'argent et les Français ne veulent pas baisser les dépenses publiques. En tout cas, le gouvernement ne veut pas baisser les dépenses publiques. Et alors, j'ai vu un petit graphique très très intéressant. J'ai les dépenses publiques en pourcentage du PIB. Et alors là, c'est très très intéressant, les amis. Aux États-Unis, les dépenses publiques représentent 37,6% du PIB. Dans toute l'Union européenne, donc ça c'est une moyenne européenne, dans toute l'Union européenne, dans les 27 pays de l'Union européenne, on est à 49,1% du PIB. Ah ouais, ok. À l'époque de l'URSS, les amis, donc de l'Union soviétique, les dépenses publiques représentaient 50,6% du PIB. Et la France, aujourd'hui, les amis, et alors là, c'est exceptionnel puisque nous dépassons l'URSS communiste, la France dépense 57,2% de son PIB en dépenses publiques. Ouais, c'est vrai que pour rigoler, on dit souvent l'État communiste, mais tu vois, on y est, et ça, et pareil en termes de taxes. En termes de taxes, on est dans les mêmes eaux que l'URSS, en fait, si on cumule tout. Donc, les Français vivent dans un État communiste, et alors, il y en a certains pour qui ça va très bien. Même, j'ai envie de dire, la majorité des Français, parce que, vous savez, on parle beaucoup de la France bascule à droite, etc. Mais parler à beaucoup de Français dits de droite, parler économiquement avec eux, et vous vous apercevrez qu'en fait, ils sont juste
juste de gauche mais anti-arabe. C'est vrai. vraiment la sensation que j'ai de cette France de droite en tout cas. Ah mais c'est totalement vrai, mais même des mecs RN, ils votent RN parce que ils en ont marre de l'immigration, ils veulent pas avoir peur quand ils prennent le bus. Mais des vrais gens qui sont de droite ou libérales vraiment en France, c'est rare, c'est très rare. La plupart des gens sont là parce que c'est tellement le sujet qui nous entre dans le quotidien de manière frontale, tu vois. L'immigration, ça arrive dans le quotidien de plein de gens. Donc évidemment, c'est ça qui leur fait... c'est ça l'argument numéro 1 de qu'est-ce qui m'arrive dans mon quotidien et donc pourquoi je vote. Mais évidemment que économiquement, même à droite, il n'y a pas beaucoup de différence avec le PS, etc. dans ce qui est proposé en tout cas politiquement. Vous voyez d'ailleurs, tous les ans, on vous fait le coup. Bon, c'est pour vous inciter à voter au centre, à voter Macron, mais tous les ans, vous allez avoir une émission télé qui va vous expliquer en quoi le programme de LFI et du RN sont proches économiquement. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Il y a vraiment des points communs économiquement entre les deux. Pourquoi ? Parce que en fait, ce qui les différencie, on s'en balèque de l'économie, c'est, comme tu dis, l'immigration arabe et compagnie. Bon, en tout cas, les amis, nous ne voulons pas baisser les dépenses publiques et donc nous avons eu la semaine dernière une offensive de l'extrême gauche et même de la gauche avec Gabriel Zucman. Vous avez forcément dû entendre parler, je vais vous expliquer pourquoi je dis forcément, de cette fameuse taxe Zucman, donc signée de cet économiste très à gauche. Le mec signe des tribunes de soutien au Nouveau Front Populaire, à Mélenchon. Je peux faire juste une petite parenthèse. Entre parenthèses, ça, par exemple, quand tu es économiste, etc., ce n'est pas un problème de signer des tribunes pour le NFP, de soutenir publiquement le NFP et tout. Par contre, si un jour dans ta vie, tu as soutenu le RN, Reconquête ou quoi, tous les plateaux que tu vas faire jusqu'à la fin de ta vie, on va te le citer. Je rappelle, monsieur Aplati, soutien du RN en 2012. Toute ta vie, on va le citer. Eux, on le cite jamais. Ça, c'est quand même un truc qu'il faut dire. Je fais une parenthèse à ta parenthèse. Je sais pas si tu as vu l'interview sur France 2, c'était de Caroline Roux avec Mathieu Pigaz. Mathieu Pigaz, c'est un milliardaire d'extrême gauche, si vous voulez, et qui produit beaucoup d'émissions comme C'est à vous. Et donc la meuf l'a reçu sur le plateau de France 2 en oubliant de dire que ce mec est d'extrême gauche et surtout en oubliant de dire qu'elle recevait en fait son propre patron, puisque ce mec-là finance de par ses entreprises de production des émissions comme C'est à vous. Donc c'est assez intéressant, mais vous inquiétez pas, la télé d'État, on va en parler dans moins de 2 minutes, on va s'occuper de ton cas. Donc la taxe Zucman, l'idée elle est simple, c'est de taxer chaque année 2% des patrimoines de plus de 100 millions d'euros. Voilà. Donc, quand on a dit ça, Zucman prétend que ça rapportera 20 milliards d'euros par an à l'État. On va dire que 20 milliards d'euros par an, sachant qu'on a besoin de, je sais pas combien de milliards, de milliers de milliards d'euros, c'est pas grand-chose, mais en tout cas, l'extrême gauche a vraiment envie de nous imposer cette taxe Zucman à tel point que la télévision d'État, et alors là, non, nous ne sommes pas en Corée du Nord, non, il n'y a pas cette petite grosse avec son petit peignoir rose en train de réciter Voilà. Ça par exemple, personne ne va dire que c'est raciste. Si je fais pareil avec la télévision algérienne, je reçois 29 commentaires comme quoi c'est raciste. Voilà, ça c'est pour vous prouver qu'il y a vraiment 2 poids 2 mesures. Bref. Donc nous ne sommes pas en Corée du Nord avec cette petite femme un peu grosse et son peignoir rose, voilà. Récitant les éléments de langage du pouvoir là. Moi j'aime bien écouter cette femme, elle a une intonation assez un ton martial à chaque fois. Nous ne sommes pas en Corée du Nord, mais nous ne sommes bien en France communiste. Et je vais vous donner le programme très chargé de Gabriel Zucman, de cette propagande d'État. Il était l'invité jeudi à 8h20 de France Inter, puis de France 5 dans C'est Politique dimanche dernier à 18h30, avec en titre Zucman, notre sauveur. Il a fait également Télématin, jeudi dernier à 7h45 sur France 2. Sur France 3, dimanche en politique, à 12h10, La chasse aux riches avec Zucman. Sur France 2, mardi dernier, l'invité du 20h. Sur France Inter, encore une fois, question politique, dimanche à midi. Faut-il exterminer les riches ? Voilà, ça c'est sur France Inter, les amis. Puis sur France Culture, il a été l'invité des matins à 7h40. Zucman 2027, c'est le titre que France Culture a choisi. France 2, encore une fois, dans Complément d'enquête, c'était jeudi dernier à 23h. La taxe Zucman, chance pour la France. Et c'est pas fini. Sur France 5, lundi dernier, dans C'est à vous à 19h. Taxe Zucman, la solution.
Puis sur France Info Télé, à 8h30, c'était mercredi. Sur France 2, encore une fois, dans Vous avez la parole, le jeudi à 21h10. Sur France 3, l'invité du 19-20 à 19h30 mercredi. Sur France 2, les 4 vérités, lundi dernier à 7h35. Sur France Inter, le 7-9, c'était mardi à 8h20. Puis sur France 5, C'est dans l'air, mardi 17h45. Taxer les riches, Zuckman a raison. Et enfin, mais non, il en reste encore 2. France 2, l'événement, c'était le mercredi à 21h10. Sa Majesté Zuckman. France Culture, le grand entretien de vendredi à 8h20. Le rêve Zuckman. Et puis sur France 2, 20h30 le dimanche, édition spéciale Zuckman. Voilà les amis, c'est exceptionnel comment la télé publique en fait promeut tout simplement le discours d'extrême gauche avec des titres énormes comme Sa Majesté Zuckman. Non mais attends. Oui, alors là il y a peut-être 50% des trucs où il est carrément invité. Donc là, il vient et tribune libre. Et il y a 50%, le reste, c'est débat autour de lui, mais débat façon service public. Donc vous connaissez, un mec du PS débat contre un mec de LFI. Ouais, ce que je veux dire. Non, t'exagères. Des fois, ils invitent un mec du Modem. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, t'as raison. C'est un centriste contre un socialiste républicain, quoi, on va dire. Oui, non, t'as raison. En vrai, t'as raison parce qu'ils aiment pas trop LFI. C'est les extrêmes, c'est dangereux. Oui, c'est pas faux. Mais, et d'ailleurs, moi, je l'ai vu dans Quotidien aussi, Zuckman, parce que c'est pas public, mais évidemment, c'est un des porte-étendards de Quotidien, Zuckman, vous en doutez bien. Et à tel point, et d'ailleurs, c'est ça qui est marrant, c'est que là, en vrai, on vanne et tout, dans le podcast, on traite les mecs de l'immigration, enfin bref, on est infernal avec tout le monde, mais quand même les Français, on n'est pas loin d'être des teubés aussi, parce que mon cher Jean-Michel Aplathy nous a fait la liste absolument magnifique de tout ce qui s'est passé peut-être en 2 semaines sur ça, c'est sur, ouais. En gros, c'est sur, j'ai dit ça dans l'ordre, enfin pas dans l'ordre des jours, c'est sur à peu près 10 jours. Voilà, sur 10 jours, et bien en fait, ce qui est magnifique, c'est que selon un sondage de l'IFOP, 86% des Français sont favorables à cette mesure. Donc comme ça, c'est bien, c'est que ça marche parfaitement à la télé. Tu mets une idée, tu te la bombardes dans la gueule pendant 10 jours et 85% des Français sont d'accord, à tel point que dans la manif de mercredi, là, je sais pas si t'as vu, il y a pas mal de pancartes. L'attaque Zuckman, maintenant, Zuckman, président, machin. Ça y est, le mec, ils en ont fait une superstar. Pour vous dire, les médias, ce lavage de cerveau en règle, comment c'est monumental. D'ailleurs, dans le sondage que tu as cité, beaucoup croyaient au fake parce que c'est un sondage commandé par le Parti Socialiste. Alors, oui. Si on est d'accord pour dire qu'il est peut-être exagéré, il n'en demeure pas moins réel. Les Français sont bien en faveur de cette taxe Zuckman. Les Français sont idéologiquement communiste, et d'ailleurs, pour preuve, Marine Le Pen ne s'est pas trompée dessus, puisque si elle a dénoncé cette taxe Zuckman en disant que c'était une idée de la gauche, que c'était de la merde, etc., elle a proposé quand même la création d'une autre taxe. Putain, mais en France, qu'est-ce qu'on a créé d'autre que des taxes depuis 2012 ? Non, je te jure. Putain, mais c'est impossible. Exceptionnel, mais en fait, les gens qui critiquent Marine Le Pen, j'ai envie de leur dire, les amis, Marine Le Pen donne à ses électeurs ce qu'ils veulent. Oui, et ses électeurs veulent de ces taxes, veulent taxer. Voilà. On pense que taxer les riches, c'est la solution à tous nos problèmes, et que non, il n'y a absolument pas un problème dans la dépense publique. Non, il ne faut surtout pas remettre en cause ce régime des retraites. Non, il ne faut surtout pas remettre en cause la sainte sécurité sociale. Non, il ne faut pas remettre en cause le train de vie de l'État. Non, il ne faut pas remettre en cause toutes les aides qu'on verse à une grande partie, voilà, à une grande partie des Français, les aides au logement, les aides. Là, j'ai appris qu'on pouvait se faire payer son lave-vaisselle par la CAF. Oui. Putain. Non mais oui, c'est ça, le chèque énergie, rappelle-toi, le chèque carburant, le chèque pour aller voir le psychologue. Vous vous rendez bien compte quand même. Et ça, ce n'est plus possible, vous ne pouvez plus accepter ça. Parce que moi, la dernière fois, je discutais avec quelqu'un qui n'était pas de mon camp, mais qui était ouvert à discuter, ce qui n'est pas toujours le cas, et qui me disait, ouais d'accord, je comprends ton constat, je le partage en partie, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais déjà, psychologiquement, il faut comprendre qu'on te nique. Quand en fait, il y a un politique qui, avant toutes les élections, ou après toutes les crises, les gilets jaunes, la SNCF, machin, donne un chèque, on ne peut plus accepter ça et être content. Ah mais je suis content, l'État me verse des aides. Oui, mais s'il te verse des aides, c'est que tu es en perfusion de l'État et tu ne peux plus t'en défaire et tu ne peux plus le critiquer. Et là, on ne gagne plus d'argent grâce à notre travail. Enfin, plus d'ailleurs autant par rapport à ce qu'on dépense comme temps. Le travail ne paie plus. Ça, je pense que c'est un consensus, même dans la gauche et la droite, tout le monde est à peu près d'accord sur ça. Sauf que plein de gens vont répondre à cette problématique par l'aide au transport, l'aide au logement, l'aide à la nourriture, l'aide à la santé mentale, l'aide à la culture. Putain, il n'y a que des aides de partout. On veut pas que le travail paye, tu sais ?
Genre, je sais pas, je propose, hein, au lieu que ce soit l'État qui paye à tout le monde, et du coup, il y a plein de gens qui en ont pas besoin, d'autres qui en achètent des lave-vaisselle et des iPhones, au lieu de payer correctement la rentrée de leur gosse. T'as totalement raison, Trotsky, sur le constat. Le travail ne paye plus, les Français sont sous perfusion d'État, ce qui, d'ailleurs, pose un problème démocratique majeur, mais il faut savoir que nous nous sommes appauvris en l'espace de 40 ans. Ouais. Parce qu'en 1980, les amis, un Français était plus riche qu'un Américain ou qu'un Allemand. Ouais. Faut le savoir. J'ai la comparaison du PIB par habitant entre 1980 et 2023. Donc le PIB par habitant en France en 80 était de 13 069 $, en Allemagne de 11 109 $ et en Amérique de 12 552 $. Donc en 1980, nous étions plus riches que les Allemands et les Américains. Ouais, c'est ça. Sur ça, on est d'accord. Ouais. Aujourd'hui, en 2025, le PIB par habitant en France est de 44 460 $, en Allemagne de 52 745 $, et alors là, les amis, aux États-Unis, de 81 632 $. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Faut falloir qu'on s'inspire. Nous nous sommes fait violer, les amis. Le travail ne paye plus, et alors on vous a mis dans la tête que oui, vous payez beaucoup d'impôts, mais que qu'est-ce qu'ils disent la gauche? En fait, vous gagnez 2 000 €, mais comme vous avez la sécurité sociale et le chômage et la retraite, c'est un peu du salaire. C'est du salaire, je sais plus comment ils appellent ça. Différé. Mais en gros, c'est du salaire. Voilà, c'est ça, différé. Du salaire différé. Et on vous a mis dans la tête que pour remédier à ce problème français, pour retrouver de l'argent dans les montagnes de dettes que nous avons, il fallait taxer les riches, parce qu'on vous a mis dans la tête que voilà, les riches ne payaient pas assez d'impôts. Et alors là, je suis obligé de remercier Sarah Knafo, donc la députée européenne de Reconquête, qui a créé un site arnaque-zuckman.fr qui est assez bien détaillé, et dans sa rubrique 4, elle nous met depuis 2011 ce que les riches ont dû payer. Et alors là, c'est assez marrant. Okay. On a la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, donc contribution exceptionnelle qui dure depuis 14 ans. Voilà. L'impôt sur la fortune immobilière, puis la taxe à 75%, finalement ramenée à 50%, la taxe sur les yachts, la contribution différentielle sur les hauts revenus et la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. Donc ça, c'est ce que les riches ont dû payer depuis 2011 en France. Ouais. Question, est-ce que ça a réduit les déficits de la France? Non. 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 Parce que je vous entendais pas répondre de l'autre côté du podcast, donc j'ai été obligé de répondre à votre place. Ouais, mais il y a quand même... Bon, il faut quand même dire, moi, je sais pas si on aura un point d'accord sur ça, mais il y a quand même un problème, c'est que effectivement, les ultra-riches se sont enrichis depuis Macron, ont doublé leur richesse. Il y a quand même une dinguerie sur ça. C'est que la plupart des Français, en moyenne, baissent en pouvoir d'achat et les ultra-riches augmentent leur capital. Ça, quand même, sur ce constat-là, il y a un problème. Il y a un problème, c'est qu'ils sont protégés, c'est que le truc... Bon, ensuite, il y a l'histoire que c'est pas parce qu'on leur met des taxes les plus hallucinantes possibles les unes que les autres que eux ils n'arrivent pas à s'y échapper, parce que oui, dans l'idée ils ont payé 75% l'impôt, la fortune immobilière, tout ce que tu as dit, les yachts et je sais pas quoi, sauf qu'en fait les mecs ils ont 27 comptes dans tous les paradis fiscaux, on n'arrive pas à les taxer, il y a ce truc là, donc ça veut pas c'est pas parce qu'il y a les taxes qu'au final ils ont été taxés. Et c'est quand même ça pose question, parce que il y a l'histoire de, tu sais, par exemple l'ISF qui était un truc un peu con, parce que plus si tu dépassais un certain seuil, hop, tu te la prenais, que tu sois à 1 million par an ou à 400 millions par an, c'était la même taxe. Là ça a été enlevé et en gros maintenant il faut que des trucs proportionnels, mais du coup ils n'arrivent pas, visiblement ils n'arrivent pas à correctement taxer les ultra riches, mais au final les ultra riches qui font des emplois et tout ici, eux, ils se prêtent quand même des taxes de fous furieux, même s'il y a des cadeaux entre oligarques, contre-soutien. Donc, il y a un sujet des ultra-riches qui se sont enrichis, qui ont fait x2 en 10 ans. C'est quand même une dinguerie, tu vois. Alors, moi, je ne comprends pas pourquoi ça serait un problème que les ultra-riches s'enrichissent si, à côté de ça, la classe moyenne supérieure ou la classe moyenne française s'enrichissait en même temps. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Là, le problème, c'est que c'est que non. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est que non. Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est la faute des ultra riches si le travail ne paye plus et que la classe moyenne française... Enfin, est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, un mec qui gagne bien sa vie en France, c'est un gars qui gagne 2500 € net? Non, mais c'est sûr. Ah bah il est là tout le problème.
Voilà. Mais est-ce que c'est Bernard Arnault qui dirige la France depuis 40 ans, en fait? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je suis pas là pour défendre Bernard Arnault, encore une fois, je m'en fous. Mais moi, je prends par exemple l'exemple d'un pays comme l'Irlande. Ouais. L'Irlande est en excédent budgétaire, les amis. Les mecs, là j'ai vu un reportage là, il y a pas longtemps, les mecs ont tellement d'argent qu'ils ne savent plus quoi en faire, ils ont dû interroger leur population. Okay. Mais qu'est-ce qu'a fait l'Irlande? L'Irlande, ils ont attiré tous les riches investisseurs et toutes les grosses multinationales avec un impôt sur les sociétés à 12,5%, grosse discipline budgétaire, création de fonds souverains, et les mecs ont une dépense publique relativement basse, et voilà, les entreprises ne sont pas surtaxées, surchargées comme en France, ce qui crée en fait une économie florissante. Aujourd'hui, l'Irlande en Europe, et pas dans l'Union Européenne, en Europe, hein, je parle bien, est un des pays les plus riches de cette zone. Oui, pourquoi la Suisse aussi? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi on est obligé de se mettre dans la tête qu'il faut absolument un système communiste pour réussir? Pourquoi on est obligé de se dire qu'il faut absolument taxer pour réussir? Non, justement, est-ce qu'on n'arrêterait pas de taxer? Ça fait 40 ans qu'on taxe, 40 ans que ça marche pas. Est-ce qu'on libéraliserait pas un peu plus? C'est sûr, mais c'est vrai que d'ailleurs, c'est en partie à cause de l'Irlande. Il y a tout Apple, tout ça qui payent pas leurs impôts en France parce que on est en même temps dans l'Europe tous ensemble et donc il y a un libre-échange et tout, et ils peuvent ne pas payer d'impôts à nous. Donc là, c'est parfait. C'est-à-dire que l'Union Européenne nous permet que, en fait, l'Irlande a le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'ils ont et les entreprises chez eux, et ils peuvent déverser leurs produits et tout sans taxe, et sans payer en même temps leurs impôts dans les pays où ils font beaucoup d'oseille, ouais. C'est-à-dire chez nous, en Allemagne, où il y a beaucoup d'habitants qui ont du pouvoir d'achat. Donc, c'est quand même magnifique, parce que là, l'Irlande a quand même fait le double coup stratosphérique en offrant un asile à ces entreprises-là, tout en niquant leurs partenaires européens, parce que c'est ça l'histoire. C'est que nous, on se fait totalement niquer avec toutes ces entreprises-là qui ne payent pas leurs impôts en France et qui payent dans un pays tiers, c'est-à-dire l'Irlande. Donc, il y a aussi ce sujet-là. Il y a ces ultra-riches-là et ces entreprises-là qui, du coup, ne payent pas. En même temps, mets-toi dans la peau d'un ultra-riche. Tu l'es pas, donc peut-être que tu peux pas te mettre dans cette peau-là, mais réfléchis comme un mec qui gagne des millions et des milliards d'euros. Pourquoi je resterais dans un pays qui me prend la moitié de ce que je gagne? Pourquoi j'irais pas voir à 1000 km ce qui se passe? Non, mais tu vois ce que je veux dire? Mais le problème, là, moi, ce que je pointais, c'était pas ça. C'était que pourquoi, dans notre règle de l'Europe de merde, il y a des gars qui peuvent ne pas taxer et du coup ne pas payer de droits de douane et du coup avoir toutes les entreprises et nous inonder de leurs produits alors que c'est eux-mêmes qui récoltent l'impôt et nous on n'a pas le droit de taxer ces mecs-là parce qu'ils font des impôts moins élevés sur leurs entreprises. Tu vois ce que je veux dire? On est perdant quoi qu'il arrive. C'est comme sur les produits alimentaires. Pourquoi eux ils ont le droit de faire des poulets de merde et putain on n'a pas le droit de les taxer parce qu'ils sont dans l'Union Européenne? Enfin c'est une dinguerie. Mais moi je suis d'accord, je sais pas si en gros la solution c'est taxe. Tout ce que je veux dire c'est que il peut pas y avoir les mecs, les 1% plus riches qui doublent leur fortune en 10 ans, en particulier après les crises où je croyais que tout le monde fallait qu'on fasse un effort, que l'État s'appauvrit, que tout le monde s'appauvrit. Et pendant ce temps-là, il y a les 1% qui doublent leur fortune et la classe populaire qui est en train de gagner du monde, la classe moyenne qui est en train de s'effondrer. Enfin, tu sais ce que je veux dire, les deux ne peuvent pas... on peut pas être dans le même pays, quoi. Pour en revenir à la taxe Zuckman, vous allez voir que c'est vraiment, la taxe la plus débile qu'on ait pu inventer. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes fondateur d'une start-up et en fait, votre start-up monte jusqu'à atteindre une valorisation à plus de 100 millions d'euros. C'est là que la taxe Zuckman rentre en vigueur pour vous. On va vous demander donc 2% de ces 100 millions d'euros que vous n'avez pas sur votre compte en banque, puisque c'est c'est juste votre entreprise qui est valorisée. Eh bien, faute de liquidité pour payer cette taxe, vous seriez contraint, vous, entrepreneur, soit de vendre des actions à qui? À l'État français? C'est ça. Visiblement l'État français, d'après ce que j'ai compris. Jusqu'à ce que, en fait, vous perdiez totalement le contrôle de votre entreprise, puisque c'est 2% par an. Est-ce que vous arrivez à comprendre la stupidité de cette taxe? En fait, il s'est basé sur le fait, mais même moi, je confesse, il y a quelques années, j'avais pas compris. Tu sais, on te balance tout le temps à la gueule, ces médias socialistes communistes te disent et voilà, la première fortune, Bernard Arnault, 14 milliards ou je sais pas combien. Et tu sais, moi j'imaginais que c'était 14 milliards sur leur compte en banque, tu sais, qu'ils avaient la carte black, je sais pas quoi, et que quand ils payaient à la boulangerie, ça faisait 14 milliards moins 70 centimes la demi-baguette, tu vois. Et en fait, non, c'est leur entreprise qui vaut tel prix. Mais si demain elle s'effondre, il leur reste zéro. Si elle prend en bourse, ça augmente, mais ça augmente pas de cash en fait dans leur compte en banque. Et lui, il veut taxer des gens sur leur valorisation d'entreprise.
Et donc, si mon entreprise, comme tu disais, elle vaut des millions et des millions, mais que j'ai pas la liquidité pour payer l'impôt, je donne des parts à l'État. Sachant que l'État, vous avez vu, avec sa gestion absolument magnifique de 4 000 milliards de dettes, si l'État faisait une faillite, une banqueroute, machin, en fait, elle entraîne l'entreprise où tu as tout bien fait, malgré les taxes, tu as déjà payé les impôts, les salaires, les je sais pas, tu as déjà tout payé. Et putain, tu te fais entraîner dans un puits sans fond par l'État qui fait que de la merde en étant obèse. Mais attends, mais on ne va jamais s'en sortir avec ces trucs-là. C'est plus possible. J'ai un tweet très très drôle sur la taxe Zuckman qui dit la taxe Zuckman, c'est que si je suis propriétaire du château de Chambord, je dois vendre forcément à quelqu'un qui a les moyens, donc une holding d'État ou une fortune étrangère, une partie du parc ou une aile du château ou un étage tous les ans jusqu'à ce que j'en perde le contrôle en une génération. J'ai trouvé cet exemple plutôt intéressant. Donc ce qui prouve évidemment la stupidité de cette taxe. On va prendre l'exemple d'une entreprise qui cartonne en ce moment en France qui s'appelle Mistral IA. Ouais. Donc c'est l'intelligence artificielle. Ouais. Donc, l'entreprise, elle est valorisée à 12 milliards d'euros. Et donc, si on prend cette taxe Zuckman, ses fondateurs devraient payer 240 millions d'euros d'impôts avec cette taxe en plus, cette année. En plus, voilà, c'est ça. En plus, évidemment. Alors même que l'entreprise ne fait actuellement aucun bénéfice. Donc, les fondateurs de Mistral AI seraient donc contraints de vendre leurs titres à des fonds asiatiques, américains, à des entreprises énormes comme, je sais pas moi, Apple. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, cette taxe, elle va permettre juste à des étrangers de venir voler, spoiler nos entreprises. Ou donc, alors, du coup, ils donnent à l'État. Et alors là, qui vivra verra. Parce que du coup, l'État, ce qu'ils vont faire, ils sont à ton capital, alors que les mecs, ils arrivent déjà pas à avoir des finances, tu vois, correctes. Et toi, t'as une entreprise florissante. Et putain, c'est l'État qui va t'expliquer, ouais, mais non, je suis actionnaire à 14%. Donc en fait, faut que tu fasses ça. Ouais, mais non. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. Même si ça répond à un problème, je vois ce qu'il a voulu faire, Zuckman. C'est par exemple, ça répond à l'arnaque Disneyland. En gros, Disneyland, vous savez, c'est un des trucs les plus visités en France et tout. Et eux, officiellement, il faut 0 de bénéfices. Et donc, comme ils font 0 de bénéfices, ils payent 0 d'impôts. Évidemment qu'ils font des bénéfices. Tu vois, les mecs, ils te vendent un burger à 29 € et les peluches à 30. Évidemment qu'il y a des bénéfices. Mais en fait, ils s'arrangent pour toujours avoir des investissements de fous malades et tout, pour ne jamais payer d'impôts. Et donc, en fait, lui, il a dit, bah, vous savez quoi? Même si vous dégagez pas de bénéfices, je veux pas savoir si votre entreprise vaut tant, vous me donnez tant, 2%. Mais d'un côté, je vois où il a voulu aller chercher l'argent, mais d'un côté, c'est une dinguerie parce que y a des entreprises qui valent cher en bourse, etc. Et qui, surtout, à leur début, pendant, je sais pas, 5-10 ans, ne font pas de bénéfices de fou furieux. Et t'imagines qu'en 10 ans, t'as déjà donné 20% de ton entreprise à l'État. C'est ça. C'est quand même pas rien. Ça s'appelle du communisme. Disney, je crois que d'ailleurs, pour en revenir à ça, je crois que Disney, je crois qu'ils sont même déficitaires, un truc comme ça. Oui. En tout cas, ils s'arrangent, ils font jamais d'oseille comme ça, ils ont pas d'impôts à payer. Comme ça, c'est carré. Alors que les mecs, c'est la deuxième attraction, c'est la plus visitée de France, derrière la Tour Eiffel. Ouais. Si je dis pas de bêtises, peut-être que je me suis pas mis à jour, mais je crois que c'est un truc comme ça. Bon, en tout cas, sur la taxe Zuckman, heureusement, on a notre experte en économie, Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Voilà. Ouais. Elle a dit que les études réalisées par Bercy montrent qu'il n'y a pas de départ des plus riches quand il y a une augmentation de la taxation. Voilà, donc pas du tout les plus riches, vraiment, comme ils kiffent se faire spoiler, ils restent bien en France, donc elle est sûre d'elle et pas de problème. Tu parles de Bercy, les mecs qui ont oublié de fermer une porte pour que les CGTistes puissent manifester à l'intérieur mercredi. Hein. C'est de ce Bercy-là que tu parles. D'accord, très bien. Ok. Non, c'était pour Bercy-là. Merci. Zuckman, d'ailleurs, petite parenthèse, qui est financé par l'Open Society Foundation de George Soros. Ah oui. Donc le milliardaire d'extrême gauche. Voilà. Après nous avoir vendu l'immigration pendant 30 ans, maintenant il va nous vendre les taxes à foison en finançant des pseudo-économistes comme Zuckman. Faut qu'il se méfie parce que ça pourrait s'appliquer à lui, hein, si ça arrive. Parce que Zuckman, faut que ce soit mondial. Méfie-toi Soros parce qu'en fait t'es concerné, mon gars. Je te rappelle que t'es milliardaire, donc méfie-toi. Mais bon, lui, je pense qu'il a l'argent en cash pour le régler, donc il va pas donner des pourcentages. Et d'ailleurs, il faut qu'on finisse par ça parce que tu as vu ce que Jean-Marc Morandini a sorti hier comme info sur Zuckman. Visiblement, en tout cas, ça a été vérifié. Enfin, c'est Le Figaro qui nous sort l'info. Encore une fois, on n'est pas sur boulou.fr. Donc, je vous la lis.
Le franco-américain Gabriel Zucman est un exilé fiscal et paye ses impôts aux États-Unis. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il a obtenu durant ses années californiennes la nationalité américaine et du coup, il paye une partie de ses impôts aux États-Unis où il a un taux qui est inférieur de plus de 30% d'impôts en moins que la France. Donc en fait, lui-même ne paye pas tous ses impôts en France, mais il veut niquer tous les plus riches, donc c'est assez rigolo. Vous pourrez retrouver l'article du Figaro sur lui. Et alors pour ceux qui, derrière le podcast, se diraient en ce moment même vous exagérez quand vous dites que la France est un pays communiste, c'est pas vraiment vrai. Certes, on a beaucoup de taxes, mais pas du tout le RSS, pas du tout on n'est pas communiste. Alors je vais vous lire un tweet, ça n'a rien à voir avec Zucman. Le tweet du préfet du Puy-de-Dôme. J'ai trouvé ça très drôle et je voulais évidemment vous le lire. Hashtag sécurité. Des coups de feu ont été entendus avenue de l'Union soviétique à Clermont-Ferrand. La police nationale est sur place. Alors là, je me suis dit, mais attends. Pourquoi en France il y a des avenues de l'Union soviétique? Ah, c'est vrai ça. Non, mais sérieux. Putain, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Ah ben là, j'ai pas le début d'une explication parce que c'était pas nos alliés, c'était nos ennemis, c'est le bloc de l'Est et tout. Putain. Ah ouais, putain, c'est ouf ça. C'est vrai que c'est ouf. Après, il y a des présidents américains, mais même rue des États-Unis, peut-être. Putain, c'est chelou. J'avoue, c'est marrant. Les amis, passons à un autre sujet. Philippines, tué il y a 1 an par un Marocain sous OQTF dans le bois de Boulogne. Ça avait évidemment ému tout le pays. Donc sa mère s'est exprimée sur BFM Télé la semaine dernière, pointant un tout petit peu les manquements de la justice, etc. Oui, mais pas de récupération, elle a dit. C'est important. Évidemment. Enfin non, elle a pas dit pas de récupération. Elle a dit qu'elle n'y connaissait rien à la politique. Oui, mais elle a dit qu'il fallait pas céder. Elle a fait semblant. Ouais, c'est ça. Voilà. Elle a fait semblant de croire elle a fait semblant de dire qu'elle n'y connaissait rien à la politique et c'est vrai qu'elle a pas voulu rentrer à contrario de la mère d'Elias là qui était aussi sur BFM là, son fils de 14 ans qui est mort par 2 Africains à coups de machette. Bon, bref, c'est pas ça le sujet. Donc Philippines qui a été tué par ce Marocain sous OQTF, Marocain qui avait déjà été condamné à 7 ans de prison pour viol. Bon, il était sorti évidemment au bout de 5 ans parce que c'est comme ça. Ouais, parce qu'il n'avait pas renversé la cantine. Ouais. C'est ça. Il était dans un centre de rétention administratif, le temps que le Maroc envoie ce fameux laissez-passer consulaire pour qu'on le dégage du pays. Et donc, je sais pas si c'est le Maroc qui a tardé ou si c'est la justice française qui a fait encore de la merde. Bon, bref, toujours est-il qu'au bout de 90 jours, normalement, tu dois les libérer. Bon, la juge marxiste en charge du dossier s'est dit que ça servait à rien d'attendre 90 jours. On était au bout du, 84e ou 85e jour. Donc, on allait le libérer. Donc, ils l'ont libéré. Ce mec a croisé Philippines, donc 19 ans, française, blanche, dans le bois de Boulogne, l'a violée, l'a tuée, l'a enterrée. Bref. Voilà, ça c'est l'info. Évidemment, tout le monde a dit que c'était un scandale. La télé d'État a dit pas de récupération politique, c'est indigne. Mais ouais, elle aussi, elle a dit ça. C'était sur RTL. C'est pas dans sa dernière, mais elle l'avait dit, la mère de Philippines. Bon, bref. Mais en même temps, ils ont une pression tellement de dingue parce qu'il faut pas passer pour un raciste. Surtout pas en France. Ouh là là, t'es un facho, t'es un malade. Bon, bref. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques semaines, basé sur cette histoire, c'était Olivier Marleix, donc feu Olivier Marleix, ancien député LR qui s'est suicidé apparemment, avait donc entamé une proposition de loi allongeant la durée de rétention des étrangers dans les centres de rétention. Donc je crois qu'il a allongé à 240 jours. Ça, c'était la loi qui a été votée et qu'il a emporté d'ailleurs. Cette loi est passée au Palais Royal. C'est ça, un Palais Royal, dans le palais du Conseil constitutionnel. Les sages qui sont évidemment tous socialistes, le Conseil constitutionnel qui a censuré cette proposition de loi. Pourquoi donc ? Je cite, cela ne répond pas à la lutte contre l'immigration. Ah, d'accord. Voilà. Donc comme ça ne répond pas à la lutte contre l'immigration, au bout de 85 jours, on va libérer des violeurs étrangers dans les rues et puis vos enfants les croiseront et puis advienne que pour. Ce qu'il faut préciser juste en 30 secondes, c'est que la Philippines, encore une fois, parce que j'aime bien le dire, je sais que ça énerve les féministes, de toute façon, quoi qu'il arrive, on ne doit pas parler de la victime, c'est sa responsabilité. Encore une fois, on n'est pas à 2h du matin bourré sortant de boîte de nuit dans le bois de Boulogne qui est infréquentable la nuit. Elle était à 1 kilomètre de son université où elle avait fini les cours. C'est des gens qu'on attaque qui sont en train de travailler pour devenir des gens intelligents, etc. C'est juste une petite parenthèse. Je te redonne la parole. Voilà. Donc ça c'est pour le dossier Philippines et dans le même temps, et ça c'est hasard du calendrier, c'est magnifique, on parle de Philippines morte il y a 1 an, sa mère s'exprime sur BFM et hasard du calendrier
Que vois-je? L'ancien ministre de la Justice, Robert Badinter, entrera au Panthéon jeudi 9 octobre. Donc voilà, ça sera diffusé en direct sur TF1, une conscience française. Donc voilà, peut-être que le meurtrier de Philippines ainsi que Salah Abdeslam et Nordal Lelandais, ils prononceront un discours de remerciement, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, toujours est-il que les idées de Robert Badinter ne sont pas mortes, bien au contraire, grâce à Amaury Brelé, qui est journaliste à Valeurs Actuelles, qui a fait fuiter le discours d'une procureure. Voilà, je vous lis le tweet. Ouais. Un procureur a confié qu'une nouvelle juge des libertés et de la détention, affiliée au syndicat de la magistrature, est arrivée dans un tribunal avec cette déclaration: « Je déteste la prison, je vais libérer tout le monde ». Hein, c'est quoi ce délire? Donc ça, c'est Amaury Brelé de Valeurs Actuelles, voilà, qui a dénoncé ça. Et j'ai trouvé ça intéressant de parler en fait de ces trois affaires qui sont évidemment intimement liées: le meurtre de Philippines, l'idéologie 68arde de Badinter, ces juges en majorité des femmes du syndicat de la magistrature qui par idéologie relâchent des gens qui vont tuer vos enfants dans les rues de France. J'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant ce triptyque et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Oui, et puis alors si je voulais rajouter de l'eau à ton moulin, encore une fois on le dit à tous les épisodes, mais on n'a pas le temps de faire tous les faits divers entre guillemets, tout ce qui se passe en France par jour, parce que sinon il faudrait qu'on fasse 5 heures d'émission par jour. Mais dans ce truc-là, les policiers là, qui ont été tabassés quand ils faisaient leur pot de départ, carré, un mec qui sortait depuis 4 jours de prison. Sortait depuis 4 jours de prison. Qu'est-ce qu'on se fait? Tiens, si on allait tabasser les policiers à 8 contre 1, évidemment, toujours, ça c'est la marque de fabrique. Donc voilà, les mecs sont sortis. Et puis, enfin, tu vois, ils venaient juste de sortir. Donc, ça prouve que quand même, on relâche des gens totalement réinsérés dans la société. Il y a aussi ce délire-là. On a les prénoms des gens qui ont tabassé les policiers, mais est-ce que c'est utile de les donner? C'est des Guyanais, là, en l'occurrence. Ah oui, toi, tu parles de l'affaire de Reims? Ouais, de Reims. Ah voilà, moi j'ai les prénoms de Tourcoing. Parce qu'en fait, les flics ils se font tabasser partout. Donc, 2 fois par semaine. Non, mais c'est pour ça. Excuse-moi. Excuse-moi. Ouais, c'était des Guyanais. Mais à Tourcoing, c'était pas des Guyanais. Bon, bref. Mineurs, d'ailleurs. Une partie qui sont mineurs. Avant de passer au cas Hidalgo, j'ai trouvé cette info intéressante. À Vannes, un migrant afghan se met nu devant des policiers pour repartir en Afghanistan. Selon le juge, il est impossible de le renvoyer car il n'a pas de passeport. Voilà. Lundi, lors d'une garde à vue au commissariat, un Afghan s'est complètement déshabillé devant 3 policières pour manifester son désir de rentrer au pays. Ce mardi, le tribunal l'a condamné à 6 mois de prison avec incarcération immédiate. Auditionné au commissariat de police pour une agression sexuelle, un Afghan a provoqué donc cet homme âgé de 33 ans sans emploi est placé sous curatelle depuis le 17 juillet. Je vous cite ce qu'il a dit. « Je me suis mis nu pour que les policiers comprennent ma situation. Si on me renvoie pas en Afghanistan, je recommencerai à chaque fois à me mettre nu. Mais tout va bien pour moi, même si c'est compliqué pour faire des démarches administratives. » En ne parlant pas le français, explique le prévenu. Mais lorsque le président du tribunal lui demande pourquoi vous ne vous mettez nu que face à des policiers femmes, celui-ci reste sans réponse et le juge de préciser comment vous renvoyer dans votre pays puisque vous n'avez pas de passeport, votre pays ne vous acceptera pas. Voilà, donc voilà, même les Afghans qui veulent rentrer, les amis, on est obligé de les garder. On leur dit non, tu restes là. Quoi, tu vas recommencer à chaque fois? Ouais, mais il faut que tu restes là, en fait, c'est mieux. Bah oui, mais moi je veux rentrer. Non, restez là, monsieur, s'il vous plaît. Enfin, cette histoire-là, ça devrait être à toutes les machines à café mardi. Hein. Non, mais je te jure, t'imagines que tu veux rentrer et pour protester, tu te mets nu, tu te dis, je vais recommencer à chaque fois. T'es déjà condamné pour agression, t'es sous curatelle. Enfin, et là, tu dis. On te dit non, va falloir que tu restes parce que t'as pas de passeport. Mais mec, on peut voyager sans passeport. Hein. Tu sais, il y a des laissés-passer, des trucs comme ça. T'inquiète pas, il y a toujours une solution. Puis, hein. Ouais, puis surtout en Afghanistan, je suis pas sûr que voilà. Il y a une douane de fous furieux. Je suis pas sûr que la douane afghane soit super regardante. Attendez, mais ce n'est pas Mohamed Al-Kafar. Vous rigolez quoi? Vous faisiez 1m71, là, il a marqué 1m73. Donc vous rigolez là, monsieur. Non. T'as vu que d'ailleurs, les talibans, là, ils avaient coupé la fibre optique. Donc les mecs, ils ont plus accès au serveur, je suis sûr. Ils ont mis des coups de hache dans la fibre optique pour plus qu'on ait accès à Internet. Donc du coup, je pense que les douanes à l'aéroport, les mecs, ils vont rien voir. Ouais. Je suis fou là-dedans. J'ai regardé un reportage là, sur l'Afghanistan, là, j'ai appris que les mecs faisaient la cuisine dans des poêles avec du plomb à l'intérieur pour se défoncer la gueule en bouffant.
Ah bon? Oh putain. Mais attends, pourtant ils ont tout l'opium et tout du monde là-bas. C'est là-bas qu'on fait pousser les trucs de drogue. Oui, ils disent que c'est les Américains qui faisaient pousser l'opium et qui le vendaient, mais bon, vas-y, on va pas rentrer dans ce sujet-là parce que putain, ça va nous créer des problèmes. Ah bon, putain. Celle-là, elle était dure, cette info. Deux robes Dior à 6 320 €. Un manteau Burberry à 3 067 €. Une blouse Dior à 1 120 € et une autre veste Burberry à 1 087 €. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a dépensé plus de 84 000 € d'argent public en vêtements entre 2020 et 2024. 125 000 € d'argent public pour ses déplacements hors de Paris, dont près de 60 000 € à Tahiti avec son équipe en faisant croire qu'elle était à Paris. Putain, mais et plus de 30 000 € de hors forfait téléphonique payés par la mairie. Putain, mais comment t'as en 2025 des hors forfaits comme ça déjà? Mais tu sais, c'est quand elle est allée visiter les installations de surf pour les JO. Oui, mais à Tahiti, c'est en France, non? C'est le même forfait. Enfin bref. Bah, apparemment, non. Ok. Putain. Les déplacements de ses adjoints entre 2020 et 2024 atteignent près de 400 000 € d'argent public. Son cabinet se défend. La mère incarne la France à l'étranger. Elle doit représenter la culture française et la haute couture. En plus, elle réutilise ses tenues. Voilà. Ah, bah c'est trop cool. Ah ouais. Ah non, mais attends. Non, mais ok. Ah non, elle réutilise ses robes Dior à 6 300 €. Ah non, mais ça va alors. Ok, d'accord. Précision, Anne Hidalgo refuse toujours de transmettre l'intégralité de ses frais. Ces montants ont été obtenus par des associations après des années de bataille judiciaire et ne représentent qu'une partie des dépenses réelles. C'est magnifique. Mais c'est ces gens-là qui vont vous sauver. Hein. Voilà, c'est eux qui vont réduire la dépense publique, qui vont vous taxer et s'occuper de votre argent. Voilà, c'est eux. C'est ça. Voilà. Si votre taxe foncière, si vous faites partie des cons qui habitaient dans des métropoles gérées par des écolos et que ça fait 5 ans que votre taxe foncière elle augmente de 50%, c'est en partie grâce à ces gens-là. Oui, c'est ça. Et puis, voilà, sachez que ça coûte cher. Hein. Ça coûte cher de s'habiller, de se représenter avec des manteaux Burberry à 3 067 €, c'est important. Ouais. Et des vestes Dior, ça coûte cher, donc il faut que vous participiez. Bande de gueux. Dans un pays normal, elle finit comme la ministre de la Culture au Népal. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle fait un cours de natation dans la rivière. Voilà. Dans un pays normal, ça c'est dans la Seine. Sachant que, oui, et dans un autre pays normal, il n'y a pas une seule personne qui ne revotera pour elle une seule fois dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle avait dit, c'était il y a quelques années, j'ai vu la vidéo, elle était assez jeune, je crois que c'était 2013, où elle avait dit « Les gens n'ont plus confiance en la politique. Pourquoi ? Il faut être transparent. Moi, la mairie de Paris, je serais très transparente. » Et là, elle refuse de donner ses notes de frais. Et les seules qu'on a, les gars, ça donne quand même fortement envie. Hein. Enfin, faut quand même, t'imagines, 100 000 balles pour t'habiller. Ouais. Mais les gens vont voter pour elle. Hein. Enfin, c'est ça le truc. C'est qu'il y a des gens qui vont continuer de voter pour elle. On a niqué la présidence Fillon pour 2 costumes. Bon, mais on va pas niquer Hidalgo quand même pour 100 000 € de dépenses publiques. Enfin, bref. Même 200 000 € même. Parce que si tu Avant de passer à notre rubrique Trotsky président, info plus légère, je sais pas si vous avez vu là, lors d'un banquet d'État offert à Donald Trump par le roi d'Angleterre, le menu rédigé en français a pu surprendre. C'est pourtant une tradition bien établie à Buckingham Palace depuis des siècles. La monarchie britannique présente ses menus de banquet d'État en français, langue de la diplomatie. Ça m'a fait rire, ça m'a rendu un peu fier. Bon, le menu moins quand même, je sais pas qui cuisine ça, mais c'est les Anglais. Hein. Franchement, je pense que Trump a pas dû kiffer. Voilà. Panna cotta de cresson et œufs de caille sur sablé de parmesan, ballotine de poulet fermier en robe de courgette, haricots d'Espagne, potiron épicé aux graines grillées, blettes au beurre, pommes de terre fondantes et en dessert un truc glacé, voilà, une espèce de truc glacé et des vins. Ils ont pris un peu de vin italien, un peu de vin français. Bon, pourquoi pas. Ouais, ce serait bien qu'on augmente un peu les impôts là. Parce qu'il faudrait qu'on augmente les proportions, qu'on se mette un petit homard. Ouais, ce serait bien que vous participiez un peu plus. Donc, soit on vous enlève un jour férié, soit on vous augmente la TVA. Enfin, bref, il faut vraiment que vous participiez. Hein. C'est la crise. Ouais. On comprenait que c'est la crise. Bon, ça, merci. Bon, ça c'était à Buckingham Palace. Mais... Oui, mais un mec à l'Élysée, c'est pareil. Hein. C'est pareil, la caste mondiale. Hein. Bon, Trotsky, on passe à la seconde rubrique, Trotsky président. Ouais, bah là, ça va être un problème parce que c'est-à-dire que plus sensible, je pense que ça va être compliqué. Mais on y va quand même. Ah, allez, c'est parti. Il est 20h. Voici le nouveau président de la République et c'est Trotsky avec 65,1% des suffrages qui arrive en tête et qui devient donc le nouveau président de la République.
On va tout de suite aller du côté du Louvre. Explosion de joie, vous le voyez sur ces images en ce moment même au Louvre. Et oui les amis, c'est la seconde rubrique de ce podcast. Trotsky président, que ferait Trotsky une fois élu à la tête de l'État français? Trotsky à l'Élysée, qu'est-ce que ça donnerait? On vous a déjà donné pas mal d'exemples dans les précédents épisodes qu'on vous invite évidemment à aller écouter. Trotsky, quel est le sujet du jour? Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a inspiré? C'est l'humoriste américain Jimmy Kimmel. Enfin, humoriste, vous savez, c'est aux États-Unis, on fait des revues de presse, mais sous forme d'humour, c'est mi-journaliste, mi-humoriste. C'est un petit peu comme quotidien, on va dire. C'est-à-dire qu'on fait des vannes, mais sur l'actualité, voilà. Donc. Et en fait, ce gars-là a déclaré plusieurs trucs, mais sur l'assassinat de Charlie Kirk, si vous ne connaissez pas l'histoire, écoutez le podcast de la semaine dernière, qui s'appelle Charlie Kirk, bref, sur la chaîne, vous trouverez, c'est la vidéo d'avant. Et en fait, il a dit, les soutiens de MAGA, donc c'est-à-dire de Trump, Make America Great Again, là, tout ce qui est Elon Musk, Robert Kennedy Jr., etc., cette team-là, essaye, alors je sais pas ce que c'est le mot parce que c'est une traduction, mais en gros, ils se décarcassent pour nous faire croire que le meurtrier de Charlie Kirk n'est pas de leur camp, et pour faire de la réputation. En gros, il a dit ça, il se trouve que c'est factuellement faux, puisque on vous l'a démontré la semaine dernière, oui, ses parents sont républicains, mais lui était en couple avec un ancien homme devenu femme qui l'avait totalement radicalisé en mode gauche extrémiste, enfin bref, à fond les ballons, il était devenu woke, progressiste, démocrate, tout ce que vous voulez, et il l'a dit d'ailleurs sur Discord qu'il a assassiné Charlie Kirk en raison de ses propos de haine. Donc quand t'es, on va dire, d'accord avec quelqu'un, généralement tu lui tires pas une balle de sniper dans le cou à 170 mètres de loin. Bon bref, donc c'était faux, et qu'est-ce qui s'est passé? Trump, lui, ça fait des années qu'il fait la guerre à ces humoristes-là qui le fument matin, midi et soir, hein, qu'on soit très clair, et au final le mec s'est fait virer. Donc là Trump s'en est félicité, et qu'est-ce qui se passe en France? Quotidien, c'est à vous, tous ces trucs là. Moi en ce moment je regarde ça là, ça va bientôt me lasser et je vais arrêter, mais donc, du coup c'est bien, ça me permet de mettre de l'eau à mon moulin, et ils ont tous crié au scandale. Moi j'ai par exemple vu un débat dans C'est à vous, c'était, vous voyez bien que l'extrême droite, le fascisme, est contre la liberté. Ils nous disent toujours, ouais, faut être libertaire, machin. Et au final, ils censurent les humoristes, ils font tomber des têtes, comme Bolloré les Guignols, machin. Donc c'est ce sujet-là qui m'a inspiré. Toi, je sais qu'il t'a aussi fait réagir, ce sujet-là, de la réaction en France sur Jimmy Kimmel. Bah, oui, évidemment, parce qu'on a évidemment sur France Info des journalistes nous disant que Trump est un fasciste parce qu'il était opposé à la liberté d'expression. On a Nathalie Loiseau qui a tweeté « Je ne suis pas sûr qu'on se rende bien compte ». Bon bref, on a toutes ces merdes en France qui dénoncent la pseudo-censure aux États-Unis, mais qui étaient les premiers il y a un an pour interdire CNews, pour faire supprimer C8 et pour interdire vraiment toutes les personnes qui ne pensent pas comme eux. J'ai encore vu Jean-Michel mon père, Jean-Michel Apathy, non pas aplati, sur BFM Télé, BFM Télé qui coule encore dans les audiences. Oh, ils sont mauvais. Dire que comme Zemmour a été condamné, il fallait plus lui donner la parole du tout, parce que c'est comme ça. Donc ces gens qui se disent grands libertaires, attachés aux valeurs de la liberté, en fait, on se rend compte que quand cette pseudo-liberté-là ne va pas dans leur sens, en fait, ce sont les premiers censeurs. Ils font les Victor Hugo, là, pour les Américains. Ah, ça me gonfle. Oui, et d'ailleurs, moi je suis ok, très bien, appliquons cette loi sur Zemmour, il a été condamné. On applique également sur Rachida Dati, on applique également sur tous les politiques qui étaient condamnés, pour les blanchiments d'argent, pour les trucs comme ça, pour les faux dîners. Tous les politiques alors n'ont plus le droit à la parole. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous n'allez plus voir beaucoup de politique à la télé, les mecs. Hein. Comment te dire que, mec, c'est-à-dire qu'il y aura que des nouveaux, parce que là, que ce soit les socialistes, que ce soit l'UMP à l'époque, ils ont été mis dans des affaires de fous furieux, que ce soit du coup le RN, LFI avec Mélenchon, le procès qui arrive. Enfin bref, d'accord, très bien, tous les condamnés, mais c'est marrant, c'est toujours que Zemmour, tu sais. On parle jamais des autres, c'est les mecs qui ont été condamnés dans le parti socialiste, tu vois, enfin bref, eux non, jamais, et alors toute la Macronie, même tu sais le député qui avait drogué sa collaboratrice, enfin bref, tous ces trucs là il n'y a pas de problème. Donc bref, moi je tiens juste à préciser que là pour le coup, contrairement à Trump, moi je suis jamais pour licencier un humoriste. Je trouve ça pas stylé en gros de licencier quelqu'un parce que il a fait des blagues sur soi et tout. Je trouve ça, pour moi, le public doit trancher. Bon bref, mais je suis pas d'accord avec tout sur Trump. Mais je préfère lui que Joe Biden qui contrôlait ça. Rien du tout. Bref.
Et en fait, ça m'a fait penser, parce que les États-Unis, on l'a cité tout à l'heure dans l'affaire Brigitte, ils ont quand même une loi qui encadre de fou furieux la liberté d'expression. Là-bas, tu as le droit de dire quasiment tout, on va dire. Le seul truc qui peut te faire virer, c'est les pressions d'au-dessus. En France, c'est en train de se réduire de plus en plus. On y reviendra quand ce sera totalement mis en place et voté. Comme là, j'ai pas voulu aller sur ça, comme c'est encore que des projections, mais vous savez qu'il va y avoir une cellule de débunkage financée, donc, du coup, qui va faire qui va être par les gens de France Info et d'autres gens qui auront une accréditation de l'État pour dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Bon, un ministère de la vérité, quoi, si on veut être un petit peu taquin, on dira ça. Ça va être mis en place pour les élections 2027. On en reparlera parce que c'est une dinguerie absolue. Mais il y a déjà d'autres choses qui, en fait, en France, font que tous les gens ne s'expriment plus jamais sur plein de sujets, ont peur d'être accusés de ceci, cela. En fait, il y a 2 grosses dingueries en France qui, quand Trotsky est président, voilà le sujet principal, voilà ce que je ferai concrètement. Alors, parlons premièrement de la loi Guesso. Alors la loi Guesso, moi je suis pour la supprimer. Alors là, attention, va falloir mettre des grosses trucs, des grosses parenthèses. Ce n'est pas parce que je défends ce qui est interdit dans la loi Guesso, mais c'est le principe qui me dérange. Qu'est-ce que la loi Guesso, pour ceux qui ne connaissent pas? C'est en 1990, ça interdit de cautionner, d'encourager, de féliciter un crime contre l'humanité. Ou, en gros, on a fait ça pour concrètement ce qui s'est passé pendant la Shoah. Très clairement, c'est pour ça que ça a été fait. Pourquoi ? Parce que en fait, on nous interdit donc de négationner les crimes contre l'humanité qui se sont passés pour les nazis ou après. Mais en fait, tous ceux qui sont avant, ils peuvent aller se faire enculer. Donc là, si vous nous écoutez et que, par exemple, le sujet de l'esclavage des Noirs vous tient à cœur, allez vous faire voir. Si, par exemple, vous êtes yougoslave et que vous considérez que vous êtes pris un génocide, si vous êtes arménien, bon, tout ça, vous pouvez foutre vos petits remords à la poubelle. En gros, on n'a pas le droit de remettre en cause l'existence des chambres à gaz, l'existence de la Shoah. On n'a pas le droit de faire du révisionnisme. Exactement. Donc ça, c'est une loi. C'est-à-dire que ça ne se passe pas dans le débat public, c'est-à-dire quelqu'un qui vient qui vous dit donc c'est interdit par la loi, c'est un exemple, attention. Non, moi je considère que c'est faux, ou alors que c'était bien, ou je sais pas quoi. Quelqu'un vient lui répondre en disant t'es une merde parce que ça a été prouvé, enculé. Et ça, maintenant, par la loi, c'est interdit, tu ne peux plus le dire. Donc, tu ne peux plus le dire. Et même un humoriste ne peut pas se saisir de ça et faire une blague. C'est interdit. Donc, moi, je considère que c'est un problème. Déjà parce qu'il y a une inégalité de tous les crimes contre l'humanité, puisque ça commence en 45. Donc, c'est quand même un peu particulier, moi, je trouve. Et en plus, parce que pour moi, ça doit se régler dans le débat public et pas, encore une fois, dans les tribunaux et l'appel et la cassation et je sais pas quoi. Je croyais que en France, on n'avait plus assez de tribunaux pour juger les affaires, que les prisons étaient trop remplies, que je sais pas quoi. Mais par contre, le moindre appel à la haine ou je sais pas quoi, ça se retrouve en tribunal. Moi, je trouve ça absolument insupportable. Et ensuite, il faut dire que ça a un côté qui peut exciter un complotisme un petit peu déluré. C'est, tiens, pourquoi seulement cette partie-là est encadrée par la loi et pas le reste? Donc évidemment, quand il y a des trucs qui sont cachés, encadrés, pour moi, justement, ça nécessiterait un débat éclairé et non pas de dire non, c'est interdit par la loi, de toute façon, t'as pas le droit d'en parler. Ah bon, mais peut-être que j'aimerais dire non, tu n'as pas le droit de parler. Tu vois ce que je veux dire? Simone Veil elle-même était contre cette loi d'ailleurs. Oui. Elle disait on a l'impression qu'on a des trucs à cacher. Ben oui, mais c'est vrai que moi, quelqu'un qui me dirait tu me poses plus de questions sur ça, je n'y répondrai pas, c'est interdit par la loi. Ça fait plus chelou que quelqu'un qui dit vas-y, pose-moi tes questions et je vais te démonter si tu te trompes. Pour moi, ça devrait plus se gérer comme ça. Donc ça, c'est la première loi que j'enlèverai immédiatement. C'est donc la loi Guesso. Ensuite, la deuxième loi que j'enlèverai immédiatement, alors là, encore également très sensible, c'est la loi Pleven. Alors là, la loi Pleven, ça date de 10 ans auparavant, c'était en 1972. En fait, là, c'est censé lutter contre le racisme et la haine raciale. Donc, vous allez voir, c'est toujours pareil, c'est comme le cyberharcèlement. On vous dit, bonjour, je vais mettre une loi contre le cyberharcèlement pour éviter qu'il y ait des ados de 13 ans qui se suicident parce que toute la classe leur envoie des insultes. Donc tout le monde dit, c'est normal, faisons ça. Là, on vous dit, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va éviter qu'il y ait des communautés, je sais pas, les Noirs, les Indiens, les Chinois, les Arabes, je sais pas qui se fassent attaquer dans les médias, en public. Ils se font attaquer parce que c'est interdit d'avoir de la haine raciale, etc. C'est interdit. Et en plus, cette loi, qu'est-ce qu'elle a permis? C'est quoi l'arnaque? C'est que les associations, SOS Racisme, le CRIF, je sais pas quoi, bon, je les connais pas, SOS Homophobie, dès que quelqu'un injurie leur communauté, hop, ils se portent partie civile. Directement. Donc c'est-à-dire que tu injuries quelqu'un
en te basant, je sais pas, sur sa sexualité, trucs comme ça, pouf, tu te retrouves avec le gars, SOS homophobie, tout le monde. Donc là, encore une fois, tu as une judiciarisation qui est insupportable parce que ces associations-là se nourrissent de ces procès pour se faire leur pub, déjà, et pour gagner de l'argent. Donc là, il y a un énorme problème, évidemment. Mais surtout, où est l'arnaque ? Je vais vous le dire tout de suite, c'est que, qu'est-ce qui est interdit dans cette loi Pleven ? C'est la provocation à la haine. Qu'est-ce que ça veut dire la provocation à la haine en fait ? Tout est provocation à la haine. Exactement. Tout est provocation à la haine et l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions. Bien sûr. Ces lois comme ça, évidemment, ont été dévoyées. Bien sûr. D'ailleurs, je crois que c'est Zemmour qui a été condamné justement avec cette loi Pleven pour avoir dit que les mineurs isolés étaient des voleurs et qu'ils n'avaient rien à faire en France. Il a été condamné pour racisme. Alors, je savais pas que mineurs isolés était une race. Oui, c'est vrai. Mais vous voyez, c'est vrai. ça permet en fait, c'est une loi fourre-tout en fait. Et je suis content que tu parles de la loi Pleven. Je l'avais pas vu dans la préparation de l'émission que tu l'avais mise. Je pensais que tu allais parler que de la loi Guesso. C'est pour ça que je me suis mis un petit truc pour en parler, mais bon, tu l'as fait, donc c'est très bien. Oui, parce que du coup, comme je la connaissais par cœur, je savais par où je voulais l'attaquer. C'est qu'en fait, elle est trop vague. C'est ça le truc. C'est que provocation à la haine, ça veut tout et rien dire, et ça peut viser n'importe quelle communauté, n'importe quel petit truc. Tu vois, je veux dire, les unijambistes pourraient être attaqués pour provocation à la haine. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. Et évidemment, qu'est-ce que ça sert ? Eh bien, ça sert à attaquer des opposants politiques, des journalistes. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc il faut absolument supprimer ces deux lois, purement et simplement. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc parce que là on va me dire, ah ben d'accord, en gros tu libéralises le racisme, l'homophobie, l'antisémitisme, je sais pas qui, je sais pas quoi. Non, ce qu'il faut faire, c'est un truc extrêmement précis, c'est personne n'a le droit en public, sur les réseaux sociaux, dans les médias machin, juste d'appeler au meurtre, au viol, au vol, au je sais pas quoi, d'une communauté, d'une religion. C'est aussi simple que ça. Tu n'as pas le droit de dire j'ai envie de tuer tous les Amérindiens. Bon bah voilà, ou il faudrait tuer, ou je vous invite à tuer. Voilà, c'est juste ça qu'il faut interdire. C'est tout. Il y a rien de plus. Ne pas s'attaquer en souhaitant, en expliquant comment faire du mal, en gros, à telle ou telle communauté. C'est très simple. Mais tu vas voir qu'il y a une deuxième loi dans la loi. C'est là où c'est absolument magnifique. C'est que d'un côté, comme je sais que je vais enlever ces deux lois, il y en a, ils vont se sentir un peu poussés des ailes parce que tu sais, Twitter, Facebook, les réseaux sociaux, les mecs, ils t'insultent en commentaire. C'est là où il y a un délire, c'est qu'en fait, d'un côté, dans les médias, t'as le droit de rien faire, sinon tu te prends diffamation, le SOS racisme et tout qui se met sur tes côtes. Mais alors, par contre, sur les réseaux sociaux, c'est la fête du slip la plus complète. N'importe qui peut t'insulter derrière des pseudos, des trucs. Donc déjà, il y a un gros problème de, comment on appelle ça, en fait, de justice entre la réalité de la vie et la réalité de la pas vie. Mais ce que je propose donc pour éviter qu'il y ait des malins qui commencent à s'emballer dans les journaux, notamment parce que comme sur la droite, sur l'extrême droite, sur les complotistes, on a le droit de tout dire sans qu'il y ait jamais de conséquences, ce qui n'est pas vrai pour l'inverse. Et comme l'a expliqué très justement Bernard Lugan, c'est-à-dire que même si un journal dit que tu es d'extrême droite, pour entamer des procédures et qu'ils retirent ça, ça va prendre des mois. Ils vont juste te mettre un petit encadré 5 numéros plus tard, tout le monde aura oublié. Et du coup, ce sera relayé par d'autres médias qui disent « Comme l'a dit l'Express, vous êtes d'extrême droite. » Ouais, mais attendez, j'ai attaqué l'Express. Ah oui, mais désolé, comme c'est déjà parti, que votre encadré... Enfin bref, en fait, on peut jamais attaquer des journaux. On se fait avoir par cette masse médiatique, même si moi, vous savez que je veux plus les financer, donc ça devrait régler le problème. Mais quand même, j'aimerais, en parallèle de supprimer ces lois qui sont pour moi un petit peu liberticides et qui enlèvent la liberté d'expression, je voudrais, pour compenser cela, remettre le duel. Alors, pour les vrais fidèles qui ont déjà écouté des podcasts, j'en ai parlé une seule fois parce que j'avais fait la recommandation de ce livre que j'étais en train de lire, le livre Éloge du duel de Bernard Lugan. En gros, quel est le concept ? Donc là, vous allez vous dire, il est complètement parti, complètement zinzin, Trotsky. Vous allez voir. En fait, le duel, à l'époque, au Moyen-Âge, c'était on appelait ça l'ordalie par combat. En fait, si quelqu'un t'avait insulté, avait mal parlé de toi, on allait le voir et on lui disait, bon, je t'explique, tu prends cette épée, je prends cette épée, et puis on voit qui a raison. Et puis au Moyen-Âge, comme on était croyants, on estimait que c'était le jugement de Dieu et que Dieu donnait raison au vainqueur en fait. Et puis ça s'est poursuivi jusqu'au XVIIIe siècle environ, où en fait ce qui se passait, c'est que si quelqu'un t'injuriait notamment, et c'est là l'exemple qui est très célèbre et c'est lui que je voudrais vous raconter, c'est là pour le coup c'était au XXe siècle d'ailleurs, je dis une bêtise, en 1967 le dernier duel il a eu lieu en fait entre députés. Parce que Gaston Defferre, qui était maire de Marseille, et René Ribière, qui était élu député, se sont insultés à la tribune. Eh bien, ça s'est réglé comment ? Gaston Defferre, René Ribière ont dit, bon, écoute,
là on s'insulte, c'est pas possible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se régler à l'épée demain matin. Et il y a eu un combat. Et du coup, René Ribière a été blessé et il a arrêté de parler mal de Gaston Defferre. Voilà comment ça s'est passé. Donc moi, ce que je propose, c'est très très simple, hein, c'est très encadré et tout. Je vais pas vous faire totalement toute la législation de l'éloge du duel. Je vous invite de lire le livre qui est tout petit en plus, hein, de Bernard Lugan, et qui en plus qui est très très marrant. Et en fait, il explique que si quelqu'un t'offense, je vais prendre l'exemple pour pas diffamer quelqu'un en public de mon collègue de ce podcast, Jean-Michel Aplati. Jean-Michel Aplati, dans son blog ou en public, je sais pas où, dans un média, dit que Trotsky est un complotiste d'extrême droite nazi. En fait, ce qui se passe, je vous explique le procédure, c'est que je convoque un témoin, donc un ami à moi, il va voir Trotsky et il lui dit « Bon, j'ai un problème », il va voir Jean-Michel Aplati, il dit « J'ai un problème, Trotsky a été offensé. » Donc comment ça se passe? Soit solution 1, tu retires et tu fais des excuses. Solution 2, tu maintiens et on se règle en duel. Donc solution 1, bon bah le mec il se dit j'ai pas envie de me faire taper, j'ai pas envie de mourir. Bon bah je retire. Donc ça va un petit peu accélérer tous les mecs qui vont faire attention à ce qu'ils disent, parce que potentiellement, il y a quelqu'un qui va venir les voir, les choper pour soit les boxer, soit les combattre à l'épée, ou soit les combattre au pistolet. Ce qui veut dire que soit ils vont mourir, soit ils vont tuer quelqu'un. Donc, je pense que ça va détendre les gens de traiter tout et n'importe qui d'extrême droite, de je sais pas quoi, de complotiste, ou de l'autre côté, hein, de communiste, de je sais pas quoi. Nous-mêmes, ça va nous détendre. Hein. Ça va détendre tout le monde, je pense. Tu vois ? Et donc, si c'est la deuxième solution qui est choisie, non, je ne retire pas ce que j'ai dit sur Trotsky, eh bien, c'est très simple. Celui qui a été insulté choisit les armes. Donc, bon, là, je nommerais Bernard Lugan au ministère des duels. Je dirais, bon, tu me gères la législation, parce que moi, j'ai pas envie de m'emmerder avec ces trucs-là, j'ai d'autres trucs à faire. Donc, je pense qu'on va faire 5 rounds de boxe, de l'épée, ou un combat avec la lance à cheval, tu vois ce que je veux dire, pour ceux qui savent. Et on fait pas jusqu'à ce que la mort s'en suive, parce que ça sert à rien. Mais je pense déjà te prendre un coup d'épée dans la FIF, je pense que ça va détendre pas mal de gens. Donc, ma proposition est la suivante. Supprimer la loi Guesso, la loi Pleven, faire juste une loi avec des termes extrêmement simples, anti-appel au meurtre, au viol, etc. sur des communautés précises, que ce soit sur les réseaux, que ce soit en public, ou que ce soit dans la vie de tous les jours, sur un média, dans un blog. Bon bref, tout confondu. Ça évidemment, c'est interdit. Et c'est pas partie civile, SOS Racisme, des associations, c'est contre l'État. C'est l'État qui se portera partie civile. Les associations, on arrête de financer ça, c'est finito. Et en contrepartie, on remet le duel. Si jamais vous êtes senti attaqué, au lieu de lui faire un procès, vous convoquez un de vos témoins qui va le choper. Et puis, si jamais vous ne trouvez pas un terrain d'accord, vous remettez un petit peu de testostérone dans ce débat et vous vous pétez la gueule et on verra bien. Et comme ça, les gros obèses, derrière leurs énormes bureaux de libération, arrêteront de dire que vous êtes des enculés de masculinistes qui promeut le viol ou je sais pas quoi. Et là, on verra. À la Cyrano de Bergerac, quoi. Bon, merci Trotsky en tout cas pour ces nouvelles propositions dans ce Trotsky président qui reviendra évidemment la semaine prochaine en grande pompe. Bon, et il commence à se faire tard, là, mine de rien. Là. On a parlé, on nous arrête plus, nous. Et oui. En même temps, il y a des choses à dire. Hein. Là, l'actualité, les mecs, on est obligé de trier, bordel. Bon, en tout cas, les amis, merci de nous avoir suivis cette semaine. Le petit pouce, évidemment, sur la vidéo, le petit commentaire, l'abonnement, le partage. Vous n'oubliez pas, c'est très important pour le référencement. Oui. Et on vous dit à lundi prochain dès 18h pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Salut, bonne semaine.